Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission Entre deux guerres. Et là, on est tout plein pour vous ce soir. Et je peux vous dire qu'on est chaud patate. Il y en a quelques-uns qui sont chaud bouillants. Honnêtement, je ne sais pas qui est le plus chaud entre les membres de l'équipe et les gens dans le chat, parce que là, il y a les deux qui partent complètement en sucette. Bonjour tout le monde, bonjour Hugo, bonjour Fabrice, bonjour Marco, bonjour Bonjour. Léal. Bonsoir. Bonjour, bienvenue à Est-ce que- notre réunion. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Tout Ça va à bien. fond. Bonjour, Ok. bienvenue à notre réunion. Ah, il y a un petit retour, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous Y a dire plus, y a dans plus, y a plus. le chat si le son est ok, s'il n'y a pas un petit retour quelque part, tout ça, avant qu'on commence? Parce qu'après, une fois qu'on est parti, on ne regarde plus le chat, vous le savez très bien. Donc on veut savoir là tout de suite. Moi, je lis, ça a gagné un prix Photoshop et ça s'enflamme. Ouais, non, mais on sait bien à qui ça s'adresse, forcément. Mais ça me fait tellement rire. Si les gens voyaient mon niveau en Photoshop, ils comprendraient que c'est vraiment pas possible. La régie a laissé son micro. Non, je crois pas que la régie ait laissé La son légie, micro. ouais. Ouais, la régie. Ouais. Non, mais moi, je compresse tout. Bon. Non, mais a priori, c'est bien au niveau du son. Donc, bienvenue dans cette entre-deux-guerres spéciale Kairis, puisque nous sommes avec Hugo et Fabrice qui viennent nous parler un petit peu du jeu et de l'actualité du jeu. On va pouvoir en plus en direct montrer un petit peu des trucs que Marco a entre les mains. Et ça, c'est cool. La petite surprise, les gros yeux. Voilà. Donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, de cette belle boîte, de ces belles boîtes, de ce beau jeu. Et on va pouvoir en savoir savoir où ça en est. Voilà, avec les deux factions. Donc là, on a le Royaume d'Argo. Et le précédent, c'était... Je me rappelle jamais des noms de La lune rouge. La lune rouge, yes. Donc voilà, ça fait plaisir, ça arrive, c'est déjà arrivé chez Marco. Donc du coup, Hugo, Fabrice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quand est-ce que ça arrive tout ça? C'est déjà sorti. On est officiellement, le jeu est sorti le 3 septembre, le vendredi 3 septembre, avec la boutique en ligne. Donc Yes. ça fait déjà quelques semaines, effectivement, qu'on peut se procurer le jeu, en tout cas pour l'instant, sur notre site. Yes. Ouais, on a lancé tout ça, comme dit Fabrice, 3 septembre. Et il y a déjà pas mal de monde qui nous a commandé des boîtes, donc ça fait bien plaisir. On les remercie d'ailleurs, car voilà, le lancement est là, il est bien présent avec des communautés qui sont en train de se créer un peu partout en France. Et on a le plaisir de découvrir les retours des joueurs qui sont franchement super bons. Et puis les premières figues peintes qui commencent à voir le jour sur le Discord, notamment du jeu. Ça, c'est cool, ça. Ça doit faire chaud au cœur quand même de voir les figurines qu'on s'est un peu cassé la tête à créer, de commencer à voir que ça pop, que ça se peint, que ça plaît et tout. J'imagine que c'est quand même une belle récompense de beaucoup de boulot, quoi. Carrément. Exactement. Le retour est vraiment appréciable. Enfin, il y a des commentaires très très positifs et ça fait chaud au cœur, quoi. Donc Ça, c'est top. là, ouais. Ça, c'est top. Ouais. Du coup, ce qu'on se disait un petit peu avant de commencer le live, c'est que on va faire dans un premier temps un tour justement sur le lancement, voir un petit peu comment ça se passe, où se procurer les figurines, quelle va être l'actualité de Kairis dans son ensemble. Donc là, on va laisser Hugo et Fabrice nous parler un petit peu de tout ça. Et puis ensuite, on va forcément, que ce soit Uriel, Marco ou moi, on va poser pas mal de questions, je pense, mais surtout vous, dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez en tête et qui concernent Kairis, bien évidemment, parce que j'en vois quelques-uns venir avec leurs gros sabots là, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions, comme ça, du coup, on a Hugo et Fabrice qui sont en direct pour nous répondre, donc il n'y aura pas plus précis, ça c'est pas possible. Donc du coup, oui, Hugo, Fabrice, donc là vous l'avez dit, la sortie c'était le 3 septembre, c'est dispo sur votre site. Quelles sont les autres informations que vous pouvez nous donner sur Kairis? Peut-être représenter quand même le format de lancement, les différents starters, peut-être le prix, où est-ce qu'on peut acheter, et puis l'actualité du jeu, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour tester le jeu ou autre. Ouais, carrément. Je propose que tu puisses mettre les starters en fond, si tu veux bien. On appelle la régie. La régie, s'il vous plaît, merci.
Ouais, je vais commencer quand même. Donc oui, le jeu, en fait, on a pour le lancement du jeu, on propose 5 boîtes de jeux. En fait, bon, on est resté sur un grand classique déjà avec ce qu'on appelle des starters, avec un starter pour chaque faction du jeu, donc les 4 premières factions du jeu. Donc, ils sont des starters de 5 ou 6 figurines, qui sont des starters, mais à la fois une équipe complète, c'est-à-dire qu'il y a absolument tout ce qu'il faut pour jouer au format standard du jeu. Parce qu'avec Kairis, on joue avec 5 figurines. Donc il y a tout ce qu'il faut pour jouer en termes de figurines. Et à côté de ça, on a fait le choix plutôt que de mettre du matériel dans chaque starter et donc pour un joueur qui voudrait acquérir plusieurs factions, à chaque fois de repayer le matériel dans chaque starter, on a fait le choix de sortir un kit de jeu que vous voyez à l'image, qui lui permet d'acquérir tout le matériel nécessaire pour jouer. En tout cas pour celui qui veut du matériel prêt à jouer de bonne qualité, parce que tout est en téléchargement gratuit sur notre site en termes de matériel de jeu, que ce soit le livre de règles, les cartes, etc. Mais en tout cas là voilà, c'est un kit de jeu qui se veut clé en main, où il y a le livre de règles, il y a toutes les cartes pour jouer. Il y a les fameuses réglettes de déplacement et de mesure de notre jeu. Et tout ça est prévu et calibré pour permettre de jouer aussi en multijoueur. Parce qu'en fait, dans le kit de jeu, il y a directement de quoi jouer sur une même table de 2 à 4 joueurs. En fait. D'accord. Vraiment un kit de jeu, comme son nom l'indique, clé en main, en fait, en termes de fonctionnement. Donc là, du coup, par exemple, si on résume ça, ça veut dire que si on veut se mettre à jouer à Kairis, faut être 2, faut chacun une team, une box starter de team, et puis le kit de jeu. Et avec ça, c'est bon, on peut jouer. Exactement, tout à fait. Et ce qui est cool, c'est que tu peux même jouer à 4. Ouais, tout à fait. Et je pense que stratégiquement, le jeu à 3 ou à 4 joueurs, c'est encore une autre histoire. Et ça fait un peu, comme je vais l'appeler comme ça, mais un Super Smash Bros mêlé jeu de figurines, quoi. Oui, c'est très très fun. Ouais, c'est très fun. Déjà parce que le jeu est assez dynamique. Ça reste quand même un jeu de combat où on se tape sur la tête avec nos petites figurines. Donc il y a un côté très Smash Bros comme tu le disais. Et puis on a un système de cartes magie dans le jeu qui vont intervenir. Chaque joueur en fait joue une carte magique, une sorte de carte événement à chaque tour de jeu. Mais quand tu es à 2 joueurs, il n'y a que 2 cartes magiques par tour. Mais quand tu es à 3 ou 4 joueurs, tu as 3 ou 4 cartes magiques qui vont apparaître pendant le tour. Donc ça crée des gros effets cliffhanger. Ça devient un vrai petit bordel. C'est très très fun, le multijoueur. C'est plus dans l'adaptation plus que dans l'anticipation, quoi. Ah, complètement. Tu peux rien anticiper. Ou très peu. Parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent que voilà, tu peux. Mais c'est ça qui est. T'inquiète, j'ai 3 tours d'avance dans ma tête. Ouais, c'est ça. Rentre chez toi. Ouais, exactement. Et après, c'est le plaisir du multijoueur où nous on en a fait pas mal où c'est comme toujours en multijoueur, c'est le plaisir des alliances. Ça devient politique quoi, plus que stratégique dès que t'es en multijoueur. C'est ça qui est marrant. Ouais, complètement. Ça reflète bien l'univers Kairis. Je te peins tes figues, promis, je le fais. Et question par rapport aux figues, là, parce que je les ai entre les mains, c'est du plastique ou de la résine? C'est de la résine. Ouais. Elles sont ultra quali. Enfin, vous n'avez pas l'occasion, ma caméra, elle va pas les mettre en super bonne qualité, ce qui est relou, mais franchement, la qualité des figues, moi, ça m'a impressionné. Ouais, merci. On est super content de la qualité qu'on a pu obtenir sur les figurines. Et c'est les retours aussi qu'on a de tout le monde. Je pense que des peintres peuvent vraiment se faire plaisir aussi, tout comme des joueurs aussi. Il n'y a pas trop de morceaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait en sorte, et c'était la consigne des sculpteurs, qu'il ne soit pas du multipart à n'en plus pouvoir, quoi. Donc elles sont relativement faciles à monter. Il y a des ergots pour accrocher les membres entre eux. Okay. Donc on est à la fois sur de la figurine, je pense, qui peut intéresser des peintres du fait de la finesse de la gravure, et à la fois de la figurine pour du joueur parce que facile à monter et en 2-2 on peut monter sa bande sans trop se prendre la tête avec des tout petits morceaux, etc. quoi. Franchement, elles sont vraiment qualitatifs. Là, j'ai vu justement là le cheval, le centaure, qui a été peint par un mec sur le groupe. Il était en mode bleu. Et j'ai trouvé sympa, il a fait un truc assez sympa.
Ouais, bah ça c'est cool. Là, on voit les joueurs. Nous, on a le schéma officiel de peinture. Après, chacun commence à interpréter voilà, son schéma, sa sauce. Donc ça fait bien plaisir, quoi. T'as toujours deux teams quand c'est comme ça. T'as la team qui respecte l'artwork entre guillemets parce que bah, l'univers c'est comme ça, on est un peu hop, voilà, on suit le truc et puis t'as ceux qui se disent ah non, alors là jamais je respecte, je fais toujours ma petite sauce à moi, je veux que les trucs rouges là ils soient bleus, que machin. Donc c'est cool parce que ça permet à la fois de voir que t'as quand même une base voilà qui suit et qui est déjà vraiment, on va dire, bien pris par l'univers et tout. Et puis t'as ceux aussi qui laissent parler leur créativité. Ça doit être sympa de voir un peu des versions différentes de ce que vous aviez en tête. Carrément. Exactement. Donc Ouais, du coup, juste avant qu'on continue, parce qu'on était parti dans l'actu, on va dire, du lancement. Ouais. On n'a pas tout à fait fini. Donc là, tu nous expliquais le matériel, les différents starters, la boîte de, comment dire, le kit de jeu. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix de tout ça pour que les gens dans le Ouais. chat ils soient un peu au courant? Alors, donc les starters, ils sont à 59 €. Ok. Donc, comme je disais, donc avec les figurines qui sont avec les socles fournis texturés et les cartes de profil. Donc, Yes. en sachant que alors en fait, on a 3 starters dans lesquels il y a une grosse figurine. Quand je dis une grosse figurine, d'ailleurs, j'en ai pris quelques-unes pour qu'on se rende compte. Alors, je ne vais même pas mesurer, mais c'est de la. Voilà, vous voyez, si vous voyez le golem ou même Waf, le géant, voilà, on a des beaux bébés au milieu du reste de la team. Et après, on a le starter monial d'Ether, donc avec les sœurs, qui lui a 6 figurines. Parce qu'en fait, il y a notamment la sphère, qui est la sphère de Calistée, qui est en fait un marqueur de jeu qui est toujours présent quand on joue les sœurs. Voilà. Yes. Donc, il n'y a pas une figurine à proprement parler. Donc voilà, les starters sont à 59 €. Et après, le kit de jeu est à 39 € avec tout le matériel dont on a parlé tout à l'heure. Et je voyais Marco qui montrait des boîtes. Et voilà, donc ça, c'est le fameux kit de jeu. Yes. Voilà. Et dans lequel on va retrouver nos fameuses réglettes. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a opté pour du beau matériel, en sachant que nous, alors là, c'est du made in Belgique ou made in France. Donc, on n'est pas sur du made in China. Et avec du vrai punchboard, avec de la super impression. Voilà, on a fait aussi le choix de favoriser du beau matériel, parce qu'en fait, on a pensé tous les produits en tant que joueurs, en fait, parce que nous, on est des joueurs avant tout. Et l'idée, c'était de produire le matos de nos rêves, entre guillemets, en tant que joueur, quoi. Donc voilà, avec des beaux punchboards comme ça, c'est plus toutes les cartes. Pareil, les cartes. Quand vous touchez les jetons, là, c'est doux. Je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est la matière où c'est doux, là. Il y a un pelliculage, en fait, dessus, mat. Ouais. C'est pour ça que ça te fait cette sensation. Bah, ça, c'est cool. Vous avez c'est pas du simple carton, quoi. Kairis, le jeu de la tendresse. Écoute, tu veux avec les pions, hein. C'est souple et solide à la fois, comme dirait certains. Alors moi, je vais juste anticiper sur un truc qu'on a discuté hier. Ouais. Du coup, tu me parlais que là, enfin, moi, je t'avais donné un ressenti par rapport au kit de jeu que je garderai personnel ici. Et tu m'as informé que vous allez faire un kit de jeu, parce que là, tu l'as précisé, mais je le reprécise. Ce kit, en fait, est fait pour jouer à 4 joueurs. Donc, quelqu'un qui voudrait juste un kit 1 joueur, potentiellement, il peut peut-être réduire les coûts. Et du coup, vous avez eu l'idée, et c'est un futur produit qui va sortir. Ouais, en fait, on a eu des retours sur le kit de jeu, même si, moi, quand je compare à ce qui se fait à côté, 39 €, oui, c'est une somme, mais pour 39 €, il y a vraiment tout pour jouer, c'est-à-dire le livre de règles compris, etc. Donc bon, mais malgré tout, on a eu des retours comme quoi ça pouvait être un frein à l'achat, ce qu'on peut entendre aussi. Donc on est en train de réfléchir à un produit, à proposer ce fameux matériel de jeu sous des formes alternatives. Et c'est des choses qu'on est en train de réfléchir de façon à pouvoir répondre à toutes les attentes en termes de joueurs, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des joueurs, on va dire, qui ont envie d'avoir leur matériel rien que pour eux, pas forcément dans le cadre d'un binôme ou voilà. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit parce qu'on a eu des remontées dans ce sens-là, donc on va trouver
des solutions. On est à l'écoute. Après, je C'est un précise. peu rude parce que Oui. 39 balles pour le matos pour pouvoir jouer, bon, c'est quand même pas énorme. Après, bon, si en plus vous arrivez à prendre les retours, c'est top. Précisons que les joueurs qui veulent le kit de jeu, ils peuvent le télécharger. En fait, le fait de l'acheter, ça permet d'avoir des cartons et des cartes de qualité. Mais en vrai, si on veut économiser cette somme-là, on peut toujours l'économiser en imprimant soi-même son kit de jeu qui est mis à disposition sur le net. C'est pour ça que je dis que je trouve ça un peu rude comme retour, parce que bon, en plus, 39 €, c'est pas énorme quand on peut voir en effet, comme tu dis, hein, ce qui peut se faire à côté. Bon, c'est au moins les prix, voire plus sur certains autres jeux. Donc je trouve ça un peu. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt correct. Maintenant, bon, bah, si vous avez eu ce retour-là et que, comme je le dis, et que vous pouvez le prendre en compte et proposer des solutions, bon, bah, que demande le peuple, hein, c'est clair que c'est encore mieux. Ouais, l'idée, c'est de proposer des alternatives. Après, c'est pas question de baisser le prix parce qu'une fois de plus, le kit de jeu, nous, c'est un produit sur lequel on gagne très peu d'argent parce qu'en fait, ça coûte très très cher hein, d'imprimer du matériel cartonné, notamment de ce type-là, etc. Ouais, c'est vraiment un produit d'appel entre guillemets pour nous. Voilà, on gagne pas notre vie sur le kit de jeu. Par contre, on entend que certains voudraient l'avoir sous d'autres formes. Donc, c'est plus dans cette optique-là qu'on y réfléchit. Voilà, c'est juste qu'il y aura grosso modo, est-ce que je veux, je sais pas, peut-être qu'on va faire le deck de cartes Magie Mission à part. Peut-être, voilà, on va peut-être le saucissonner entre guillemets et chacun pourra aller piocher ce qui l'intéresse. Voilà. Mais qui, au final, ça sera quand même pour quelqu'un qui veut la totale, sera quand même plus intéressant d'avoir le kit de jeu. Oui, forcément. Voilà. Mais ça ouvre des possibilités, ça permet à chacun d'aborder le jeu à sa manière et comme il le souhaite. Donc, alors du coup, je rebondis encore sur le côté lancement, tout ça, hein, pour faire le tour du point, et notamment parce qu'il y a Scarlix qui pose une question. Qui pose une question dans le chat. En termes de distribution, du coup, vous êtes comment? Parce que tout à l'heure, donc, vous parliez du site où c'est disponible sur votre site. Est-ce que ça n'est disponible que sur votre site? Est-ce que vous êtes auto-distribué, distribué par quelqu'un? Où est-ce qu'on peut, en gros, où est-ce qu'on peut acheter Kairis? L'idée de base, c'était de lancer plutôt le jeu, donc c'est pour ça qu'on l'a sorti sur notre site au début, à partir du 3 septembre. Mais c'est avant tout le jeu, il faut qu'il vive avec des communautés et avec des boutiques. Hein, c'est pas notre but premier, c'est ça. Donc on était surtout sur la partie logistique au début. Donc là, aujourd'hui, on est en train de démarcher les boutiques. Hein, on a déjà eu des retours de boutiques qui vont proposer le jeu. Donc on est sur cette phase-là maintenant, cette phase justement de déployer le jeu sur les boutiques. Donc ça va arriver dans les semaines à venir. Donc ça, c'est une démarche qu'on est en train de faire en ce moment. Ouais. Et puis après, quand on parle effectivement dans le temps, très prochainement, on sera à l'Octogone aussi, du coup, donc le week-end prochain. Et donc voilà, là, on est vraiment sur la partie marketing où on présente le jeu un peu partout, quoi. Ouais, tout à fait. Octogone, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un salon du jeu de société et de la figurine qui est à Lyon, à Villeurbanne plus précisément, et qui a lieu à partir du vendredi 1er octobre jusqu'au dimanche 3 octobre. Donc du coup, si vous êtes dans le coin et que ça vous branche de venir découvrir Kairis, et en plus de venir discuter avec Hugo et Fabrice, du coup, c'est pas loin, donc viendez. J'ai la sensation qu'ils seront ravis de vous accueillir. Carrément, tu verras toutes les peintures studio, le diorama, voilà, on va venir avec tout ce qu'il faut pour faire un joli stand. Et je voulais juste rebondir sur la question. Donc oui, on est éditeur, hein, donc on édite le jeu en tant que tel, et on est distributeur aussi en France en tout cas, parce que pour le moment le jeu n'est pas traduit, mais c'est quelque chose qui est en projet aussi. Donc voilà, et donc trouvable sur notre site internet et très prochainement dans des boutiques. Là, on a eu des premières commandes de boutiques la semaine dernière, donc voilà. Et on développe l'international. Ouais, ça viendra. Ok. La chanson internationale est déjà sortie, hein, vous n'avez pas besoin de la refaire. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux, oui, c'est pas faux. Effectivement. Donc l'Octogone, c'est international, c'est quoi alors exactement? Là, on a quelques boutiques belges et autres. On est sur le parti francophone, donc on se dit international. Oui, mais t'as raison. Mais oui. Mais l'idée après, c'est de progresser. Là, on n'y est pas encore, mais de traduire le jeu sur différentes langues, anglais, espagnol, allemand, pour que ce soit sur le domaine européen déjà. Okay. D'accord.
Mais on voulait vraiment avancer pas à pas, hein, c'est surtout ça. On voulait pas brûler les étapes et y aller vraiment peu à peu avec des retours justement. Là, l'idée, c'est de vraiment d'être dans un esprit d'amélioration continue, d'y aller par itération. Et bah là, l'idée, c'est qu'on a des retours sur le kit. On pense tout de suite, bah, se dit, bah, oui, effectivement, on a pensé que à 1 à 4 joueurs. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs planches. Il y a une planche qui sert qu'à un joueur et après il y a une deuxième planche qui sert pour les autres joueurs. Donc c'est vrai que quelqu'un qui veut se lancer à l'aventure tout seul, voilà, on se dit, bah, on va créer un autre produit. Et l'idée germe et va arriver rapidement, je pense. Donc voilà, c'est pour ça. On veut vraiment, voilà, c'est une sorte de collaboration avec les joueurs, quoi. Et de faire évoluer le jeu avec les retours, quoi. Justement, là, tu parles de collaboration avec les joueurs. Bah, on le sait, et Marco et Uriel ont fait une émission d'ailleurs qui était un peu sur ce sujet-là il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Un jeu de figurines comme ça, c'est énormément porté par sa communauté. Demain, il y a quelqu'un qui voit cette émission et qui se dit ah bah tiens, moi j'aimerais bien porter un peu le jeu autour de chez moi, je sais pas, faire en sorte que ça soit disponible dans ma boutique ou initier des gens ou faire ce genre de choses. Enfin, comment vous lui conseillez de le faire? Comment vous lui conseillez de vous aider? Ah, on fonctionne. Le bouche à oreille, bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, c'est de faire tester le jeu par lui-même. Et bien sûr, s'il a sa boutique locale avec laquelle il a envie de bosser, qu'il n'hésite pas à lui parler de nous ou à nous parler d'elle. Et on fera le lien vis-à-vis de cette boutique. Et puis après, nous, ce qui nous aide beaucoup, et c'est ce qui se passe dans certaines régions de France, c'est tous les premiers joueurs qui commencent à jouer, à faire découvrir le jeu. Voilà, c'est comme n'importe quelle aventure d'un jeu qui s'implante petit à petit par le bouche à oreille et c'est là où nous on est confiant parce qu'on est confiant sur le jeu qu'on propose et le produit qu'on propose et on sait que c'est la qualité au rendez-vous et donc il n'y a pas de raison que ça prenne pas. En tout cas, les premiers retours vont dans ce sens-là. Le jeu plaît tant pour la qualité du matériel que pour la qualité des règles. Okay. Uriel, je vois que tu réagis à ce que dit Scarlix. Peut-être tu peux rebondir justement. En fait, Scarlix posait la question par rapport à l'autodistribution parce que il dit que comme vous êtes autodistribué, c'est peut-être plus compliqué de séduire les boutiques dû aux différents frais comme les ports notamment, que si vous étiez un gros distributeur ou que vous étiez distribué par un distributeur. Du coup, effectivement, c'est vrai que nous, en tant qu'amateurs, on ne se pose pas cette question. Mais est-ce que vous, les boutiques, vous en avez déjà parlé ou de ce genre de truc ou c'est sur autre chose que ça bloque par rapport aux boutiques ou que ça bloque pas? Alors, ça, c'est à nous d'être, on va dire, flexible, notamment par rapport aux questions des frais de port. Ah, excuse-moi. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Je poursuis. Oui. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, la question de l'autodistribution, en fait, en France, qui dit rajouter un distributeur veut dire rajouter un intermédiaire, hein, très clairement. Donc nous, en termes de marge, hein, tout simplement, elle est d'autant moindre. Donc c'est sûr. Pour nous, distribuer en direct, c'est quand même plus simple de ce point de vue-là, et surtout distribuer en France. Bon, il n'y a pas de complications techniques de ce point de vue-là. Et après, comme je le disais tout à l'heure, après, c'est d'être nous, flexible vis-à-vis des revendeurs pour amener de la souplesse du fait que oui, quand ils se fournissent chez nous, ils se fournissent que pour du Kéris. Donc c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué. Voilà. Donc, et là, il y a des frais de port actuellement si on commande chez vous? Pardon? Il y a des frais de port si on commande chez vous ou il n'y a pas de frais de port? Alors, bien sûr qu'il y a il y a des frais de port, mais il y a un système de franco. C'est comme n'importe qui. Après, parce que bien sûr, dès qu'on envoie les colis, ça a un coût qui est non négligeable. Donc là, sur les particuliers, on a mis un franco à 80 €, relativement bas. Ça veut dire grosso modo, un starter plus un mètre de jeu et c'est bon. Et c'est bon, tu as le franco. Et après, on a fait un système de franco aussi auprès des revendeurs. Voilà. Mais on n'a pas réinventé la poudre, hein, comme n'importe quel distributeur ou rien d'exceptionnel.
Ce qu'il faut se dire, c'est que tu réinventes pas la poudre, mais nous, on la connaît pas du tout, la poudre. Du coup, Ouais. ça ne nous pose pas de questions. Enfin, nous, ça nous interpelle. Ouais. Effectivement, comme on ne connaît pas le système, on s'interroge. Mais effectivement, on ne connaît pas du tout le système de distribution aujourd'hui. Moi, ça me serait même pas venu à l'idée. Je pense tout benoîtement, je me suis dit, bah oui, un éditeur propose des jeux à des boutiques. Puis les boutiques, si elles sont intéressées, elles l'achètent ou elles l'achètent pas. Mais c'est vrai que je ne m'étais même pas posé la question par rapport au fait que effectivement les boutiques peuvent préférer un distributeur parce qu'elles peuvent acheter une large palette de jeux sans se prendre la tête et pas avoir besoin à chaque fois de se rééditer que sur un seul jeu et que du coup, si elles veulent par exemple des Franco de port, je présume que les Franco de port, ça ne doit pas être pareil pour les boutiques. Donc du coup, elles doivent acheter plus de boîtes et ça peut, du coup, elles peuvent prendre des risques. Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas en tant que joueur. On se dit, bon, je vais acheter, on l'achète sur Internet, mais on ne s'imagine pas toutes les difficultés que peut apporter ce genre de petite logistique, quoi. Ouais. C'est tout un microcosme économique en tant que joueur. Tu dis, mais pourquoi ma boutique, elle n'a pas le jeu C'est sur Internet. C'est ça, ouais. C'est un juste équilibre sur lequel chacun doit s'y retrouver, que ce soit la boutique, le distributeur, l'éditeur, avec des marges qui clairement sont pas énormes. Hein. Faut vraiment se le dire. Bon après, sauf des gros bonhommes du secteur qui tirent bien leur épingle du jeu, mais je pense aussi grâce à la licence plus que les figurines au final. Et donc après quand vos boutiques n'ont pas forcément les stocks de suite, etc., faut comprendre que derrière c'est pas si simple que ça de s'approvisionner. Il y a Igon qui pose une question qui est intéressante. Vous visez quel public? Plutôt casual ou plutôt hardcore gamer? Les deux. Les deux. Parce que bon, oui. Moi, je suis plus dans le côté casual, même si j'ai déjà fait des tournois, effectivement, sur pas mal de jeux. Et Hugo est plus dans l'esprit, tournoi à fond. Donc, il y a les deux équilibres, quoi. Il y a les deux piliers, en fait. Donc, le jeu est fait pour ça. Le multijoueur, justement, est pensé aussi pour le casual. Le côté histoire, fluff, immersion dans l'univers aussi. Voilà. Et après, le jeu est pensé aussi pour tenir l'équilibre dans des tournois, quoi. Il est avant tout pensé aussi pour ça. Il faut que le jeu soit extrêmement équilibré, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'il puisse satisfaire tout type de joueurs. Les règles sont pas compliquées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une partie, je pense qu'on peut facilement appréhender les règles. Donc à partir de là, ça correspond bien du joueur casu. Et puis surtout au vu du format aussi. C'est-à-dire qu'on est sur un format petit table, pas beaucoup de figurines, mise en place rapide. Et après, on a quand même, en tout cas, c'était tout notre travail, notre volonté d'avoir un jeu qui est costaud et au niveau des règles et carré, et donc qui permet à qui veut pousser un peu les choses puisse s'y retrouver avec un jeu équilibré et dans lequel, on l'espère, il y a très peu de failles en termes de règles. Ouais. En tout cas, pardon, vas-y, Marco, je t'en prie. J'allais rebondir là-dessus en disant, c'est vrai qu'il y a une manière de jouer très casual. Donc à première vue, tu tripotes, je vais dire ça comme ça, mais c'est mal dit, mais tu peux juste t'amuser et puis dire ah ouais, ben ça et ça et ça. Et en fait, c'est un jeu où j'ai remarqué que si tu vas loin dans ta réflexion, tu peux faire des coups de PUTE et qui sont juste abusés, quoi. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts et selon les scénars que tu vas piocher, selon qui tu vas mettre avec qui, ça va faire avancer le jeu, quoi. Là, c'est sur ça que j'allais dire, c'est sur ça que j'allais aller, parce que moi j'ai eu la chance de voir en avant-première la vidéo qu'a fait Marco pour la présentation des règles. Et du coup, moi, j'étais obligé à ne pas lire les règles, ce qui est assez rare, parce qu'en fait, dès que j'ai une règle, je la lis, je lis toutes les règles qui me tombent sous la main. Mais là, j'avais envie de ne pas la lire. Un, pour pouvoir faire avec, regarder la vidéo de Marco et voir si j'avais tout compris, ce qui est, en tout cas, a l'air le cas. Et deux, parce que je voudrais qu'on fasse un let's play avec Marco et que, du coup, de faire un peu ce qu'on appelle la chèvre. Donc, vraiment, la personne qui connaît rien. Et ce qui m'a tout de suite interpellé en tant que gros joueur, parce que moi, je dois avoir 10 000 parties au compteur, et notamment beaucoup de tournois à Flame of notamment. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que quand on voit dans la présentation des règles de Marco, les actions, les capacités des personnages et les sorts.
Pourtant, on les voit pas en détail, hein, ils survolent la règle, bien sûr. Mais rien qu'avec ça, je me suis dit, il va y avoir des millions de combinaisons possibles. Et vraiment, il va falloir vraiment gérer au cas par cas, au moment de l'action. Si je joue beaucoup d'actions mais je joue après, si je joue peu d'actions et je joue avant, il y a vraiment une belle mécanique. Et moi qui suis plutôt un joueur de bataille de masse, après la fin de la vidéo de Marco, j'ai eu vraiment envie de tester les règles parce qu'il y avait vraiment, j'allais dire du génie, mais c'est le cas, hein, ouais, du génie dans cette synergie entre capacité, action possible, temps d'activation des personnages. Et ça, je trouvais que c'était très, très intéressant. Et pourtant, j'ai que fait survoler les règles, hein, du coup. Vraiment, c'est top, c'est vraiment sympa. Et effectivement, je vois déjà ce que disait d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Keycord, est-ce qu'il va y avoir des autres figurines? Parce que du coup, quand on vous entend, on voit bien qu'il y a un système de tournoi et que effectivement, pour équilibrer les factions, il faut qu'il y en ait peu et qu'il y ait peu d'entrées dans chaque faction, sinon ça va devenir très vite compliqué à bien garder la cohérence. Moi, quand j'ai vu la vidéo de Marco, il y a un moment où il parle du draft des personnages. Et là, tout de suite, ce que j'ai eu envie, c'est pas d'en avoir 5, mais d'en avoir 10 pour pouvoir commencer à travailler les synergies. Est-ce que du coup, vous avez dans le futur soit des nouvelles factions qui vont voir le jour assez récemment, enfin assez rapidement, ou de nouveaux suppléments pour les factions existantes? Oui, l'idée c'est de penser, tout est déjà pensé à l'avance entre guillemets sur le mode de réflexion, qui est de pas pousser, de mettre trop de figues dans une même guilde. Donc déjà on veut se limiter, alors ça peut être 10 ou 12 figurines grand max pour chaque guilde. Donc déjà de bien, comme ça on est sûr de l'équilibrage et on est sûr aussi de la façon de jouer, parce que chaque guilde a une façon de jouer différente. Ça, c'est important. C'est important pour les joueurs de se retrouver justement en disant si je joue Largo, c'est ce style-là que je veux jouer. Même si derrière il y a des subtilités, on peut la jouer bourrin, la jouer un peu plus subtil, mais voilà, au moins c'est ce game-là qui me plaît. Donc on veut éviter le déséquilibre. Donc, et garder une thématique, c'est sympa, voilà. parce que c'est à ça qu'on se reconnaît dans une faction. Hein, souvent. C'est ça. Donc ça, c'est l'idée première. Et ensuite, bien sûr, là, on travaille déjà sur les prochaines sorties. Hein. On travaille déjà sur 3 ou 4 un de chaque guilde. On est peut-être sur une deuxième sur chaque guilde. Donc oui, l'idée c'est de sortir rapidement de nouvelles figurines pour contenter les joueurs dans le style que tu viens de dire, c'est-à-dire voilà, j'ai 5, je dois composer ma bande avec 5 figues, mais j'ai envie d'essayer d'autres possibilités. Donc là, on te rajoute une voire 2. Déjà tu peux déjà t'amuser à faire plein de compositions différentes. Donc c'est ça la richesse. Il n'y a pas de système de points. Donc un équilibrage bien sûr différent, plus subtil, mais derrière, à chaque fois que tu changes un personnage, tu en rajoutes un autre, tu recrées d'autres nouvelles combinaisons. Quoi. Ouais, puis c'est vrai que ça va. Marco, tu veux parler? Marco, il y avait un truc à dire. Par contre, juste avant, il y avait Scarlix qui disait qu'il allait devoir vendre un gamin pour pouvoir avoir les finances pour le jeu. Donc si quelqu'un est intéressé, on fait passer la main. En fait, il est pas cher, hein, 50 euros, il dit ça, Scarlix, mais en vrai, il va l'acheter. Si là, il commence à faire tout live, en disant oh, les gars, c'est que là, en fait, ça lui a plu, tu vois. Il est en train de s'auto-convaincre de pas le faire, mais il va le faire quand même à la fin du live. Clair. Et puis, on va avoir une photo du genre, allez, je dirais dans 3 jours, genre, il aura pas acheté un truc, il aura acheté la foule. Tu vois, c'est ça. Parce que quand on voit comment il a fait à MCP, il a mis le doigt dedans et en fait, il est ressorti avec le tout. C'est bien. Il a sauté dedans à pieds joints comme ça. À MCP, en fait, il peut faire une piscine avec les boîtes. Tu sais, il pourra nager dedans. Non, mais en fait, il les a tous pris à MCP. Et comparé à MCP, ça fait 4 boosters, quoi, tu vois. Ça va, Scarlix. Du coup, tu avais quelque chose à dire, ouais, Marco. J'allais dire quelque chose. Oui, est-ce que vous allez sortir... Là, tu disais que tu avais 1 ou 2 figurines de nouveau sur les guildes. Est-ce que vous allez bientôt avoir l'arrivée d'une 5e guilde? Et ma question par rapport à ça, c'est qu'actuellement, nous avons droit qu'à des humains. Enfin, plus ou moins des humains. Après, il y en a, c'est des métamorphes qui sont des créatures, mais j'ai pas vu de créatures mystiques. Du genre, on n'a pas de peuple des ténèbres, on n'a pas de elfes, on n'a pas de nains, on n'a pas de... Il veut ses nains. Tout ce genre. Si, pardon, il y a une naine. La naine, c'est la meuf démoniale des terres. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu d'or, que j'ai pas vu de. Vous pouvez faire une faction de barbus, de petites barbus. Ouais, carrément.
Est-ce que ça, c'est des choses qui vont venir dans le monde ou pas? Parce que Bien sûr. pour le moment, et est-ce que vous allez faire des romans? Parce que là, aujourd'hui, le FUF est quand même assez faible, même si c'est cool. Mais est-ce qu'il va avoir des histoires, et ces histoires, on va peut-être pouvoir les refaire pendant la game, enfin pendant les games? Alors, il y a plein de questions dans ce que tu dis. Alors, une 5e guilde, oui, bien sûr. Elle est déjà en alpha test. Donc, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que tu peux tu pourras nous teaser des trucs? Regarde, non, c'est trop tôt, c'est trop on a le tôt. Marco qui part à la pêche. C'est trop tôt. Là, tu lui as dit ça, maintenant, tu vas... T'es obligé de nous en dire un peu plus. C'est trop tôt, messieurs. C'est trop tôt. T'inquiète, l'émission n'est pas finie. Ouais, on en reparlera. Non, elle est déjà en alpha test. Pour vous dire, on a déjà une figurine de prête pour cette 5e guilde. Donc voilà, donc ça c'est dans les cartons. Et je rebondirai aussi sur le game design dans son ensemble. Comme disait Fabrice, nous on sait déjà les 10-12 figurines par guilde, grosso modo les caractéristiques globales de vers où on veut aller pour maintenir le style de jeu. Parce que ça c'est un truc sur lequel on a vachement bossé. Quand on joue Largo, les Moniales d'Éther, Bâtisseur ou Lune Rouge, c'est pas du tout la même façon de jouer. Elles ont quand même un style de jeu très affirmé. Et il y a des choses qu'on va pas retrouver dans certaines guildes, mais qu'on va retrouver dans d'autres. Voilà, donc ça donc on est obligé, nous, par exemple là, on est en train de bosser donc de bêta tester la suite. On sait exactement quoi. On sait exactement. En tout cas, c'est déjà anticipé pour des futurs combos, voilà, il y a quand même une planification qui reste restreinte parce que sinon on s'en sort plus. On parle d'une 12aine de figurines maximum par guilde. Ça nous permet quand même d'avoir cette planification là et que nous, quand on crée un personnage et qu'on arrive au stade où on se dit bon, alors il faut que je vire une figurine pour entrer celle-là, mais je sais pas laquelle virer. Et là, on se dit c'est bon, on a gagné en fait, parce que ça veut dire que tous les choix sont bons en fait. En fait, tant qu'il y a un choix et donc une frustration, c'est que c'est réussi effectivement. Par contre, moi, c'est comme ça. Je vous le dis, un plan se déroule jamais sans accroc. Bien sûr. Vous attendre à ce que les joueurs trouvent des trucs de fou. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai aidé à la bêta test de Légion d'honneur, qui est donc un jeu historique sur un napoléonien. Et ça a été fait en tout petit comité, 200 personnes. Donc, 200 personnes, c'est quand même déjà énorme, mais je l'avais dit aux auteurs, attention, tu vas voir, quand tu vas le lancer, ton jeu, tu vas te retrouver avec des gens qui vont te sortir des trucs que tu n'avais jamais pensé, parce que tu es en circuit fermé et tu vas te retrouver avec des gens comme moi qui sont très bizarres. Ça n'a pas loupé, au bout de 2 semaines, il m'a dit, j'en peux plus, les gens, ils ont pensé à des trucs de fou, quoi. Donc, et par contre, il faut bien le vivre, parce qu'en fait, dès que vous avez lâché le bébé, il n'est plus vraiment à vous, au final. Clairement. Oui, tout à fait. Tout le monde, et voilà, c'était juste la petite aparté, mais c'est vrai que c'est important. Ça, on en a conscience, et puis on le sait tous en tant que joueur. Il y a énormément de jeux où il y a des phases d'errata, de réajustement, etc. Je pense que nous, peut-être qu'on n'y échappera pas comme d'autres, on verra, mais on est bien sûr qu'on en a conscience. Voilà. Et surtout, il ne faut pas y voir un constat d'échec. Moi, à mon avis, non. C'est la rançon du succès. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi, Uriel. Pour moi, c'est vraiment un signe de succès dans le sens où, à partir du moment où il y a des gens qui arrivent à trouver le petit truc qui était caché, ça veut dire qu'il y a suffisamment de monde pour essayer plein de trucs. Et donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, le système, il lâche parce que on est quand même fort pour trouver le petit truc qui fait suer tout le monde. Moi, j'ai 2 questions du chat. Alors, j'ai celle d'Igon qui dit « Pourquoi vous ne passez pas par une campagne participative pour vous payer une belle pub malgré les frais du site ?» Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait, même les distributeurs demandent aux éditeurs de faire des campagnes participatives pour créer de la com. Du coup, pourquoi vous ne passez pas par ça? Parce que... essentiellement pour ne pas créer de frustration. C'est-à-dire que souvent, il y a des délais exorbitants. Là, quand on dit qu'on sort le jeu, on sort le jeu, quoi. Non, c'est ça l'idée. Après, c'est une des réponses. Il y en a d'autres. Oui, tout à fait. Non, vas-y, je t'en prie, Hugo. Non, je disais, c'était ça. Nous, c'était En fait, on veut inscrire le jeu dans le temps et on veut qu'il soit joué, le jeu. Et moi, je reste assez persuadé que du KS pour du jeu de fixe, c'est pas le meilleur moyen parce que tu as la hype qui redescend, le jeu est peu joué au final, à part quand ça... On l'a vu sur, par exemple, Game of Thrones, il y a comme une grosse vague de creux entre le Quick Starter et maintenant il est joué, mais
ça va que c'est Game of Thrones, quoi. Sinon, je pense que le jeu serait mort, très clairement. Et nous, on a quand même envie que le jeu soit joué, qu'il y ait une communauté. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on sort le jeu à l'ancienne, quoi. C'est grosso modo C'est pas là. faux parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a tellement de possibilités de choix offerts aux joueurs qu'il y a une durée de vie sur les jeux, je trouve, qui est devenue qui est passée de courte à vraiment très courte. Comme on voyait notamment dans les jeux historiques, parce que les jeux historiques, ça a toujours été des cycles très courts, parce qu'il y en a 10 par jour, des jeux qui sortent en historique. Et je trouve que pour les jeux fantastiques, il y avait quand même une certaine, je dirais, durée dans le temps. On l'a vu avec Confrontation, on l'a vu avec les jeux comme Privateer Press, War Machine. War Machine. Il y avait vraiment des communautés qui allaient durer dans le temps. Mais là, depuis, je dirais, 5-10 ans, on se retrouve dans des cycles vraiment très courts où les gens proposent un jeu et 6 mois après, ils ont changé, ils jouent à autre chose. Ça doit être assez frustrant en tant que créateur. Mais même en tant que joueur, je trouve ça des fois trop rapide, en fait. On a trop de choix, donc on n'a plus le temps de profiter d'un truc, on passe déjà à autre chose. Ouais. Du coup, ça permet d'enchaîner sur la question de Solcarius, Uriel. Exactement ce que j'allais dire. Et du coup, on a une question de Solcarius qui dit, il y a une 5e guilde prévue, 5-6 figurines de plus pour chaque guilde. Quel rythme de sortie avez-vous en tête? Et quelle stratégie? Une figurine par guilde à la fois ou une figurine pour chaque guilde en même temps? On est. Alors, l'idée, c'est idéalement, on aimerait sortir des duo packs, c'est-à-dire de sortir des boosters de 2 figurines, des boîtes de 2 figurines pour agrémenter les nouvelles guildes. On est sur un rythme de sortie, idéalement au trimestre, en termes de sortie. Ok. Voilà, c'est ce qu'on. Là, si vous voulez, après, le rythme de sortie, puis. Voilà, là, on vous dit des choses qui pourront peut-être évoluer, seront en fonction des ventes, seront en fonction de beaucoup de paramètres aussi. On attend aussi le retour des boutiques parce que peut-être que on est aussi à l'écoute là-dessus sur ça, mais nous en tout cas c'est ce qu'on a en tête. Voilà, en termes de. Donc par trimestre, vous sortiriez 2 figurines pour une seule guilde, c'est ça? Non, par guilde. Par guilde. Ah oui, 2 figues par guilde par trimestre. Ah oui, c'est quand même ça. Et donc là, la prochaine sortie, ce serait début d'année 2022? Avant. Ouais. Pour le qu'on en est sous le sapin, c'est ça? Un petit peu avant. On espère un peu avant. On a déjà lancé, il y a déjà les concepts sont en train d'être réalisés déjà pour la prochaine vague. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est montage du deck, montage du roster, il n'y est pas encore. Pour moi, il est inexistant là aujourd'hui. Là, on peut pas. Il y a 5 filles. Et comme je disais à Hugo en off, moi, je veux jouer les assassins. Ah bah c'est le. J'attends les autres assassins là. On sait que toi, c'est plutôt les hommes torse nus. Tu l'as encore dit la semaine dernière. Non, les assassins, c'est pas les torse nus. C'est pas n'importe quoi. Ah non, mais c'est pour ça que je dis arrête de mentir. Il y en aura aussi des hommes torse nus. Ça lui fera plaisir. Vous allez faire des barbares. Donc, oui, c'est ça que tu réclamais, des barbares. Bah, il y a. Comment il s'appelle? Ulag, non. Comment il s'appelle celui-là? Ouaf. Lui, c'est. Non. C'est pas un barbare. Quand même. C'est pas un barbare. Un barbare, ça a des crânes, ça a des épées. Ouais, ça a des poils. Il faut du poil pour Marco, ça y est. On retombe sur le nain finalement. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de créatures magiques. Il y en a déjà, effectivement. C'est peut-être dans chaque guilde, tu as déjà des créatures magiques. Voilà, la meuf, c'est un changelin. La meuf, c'est un petit rat, en fait. C'est ça, c'est un métamorphe. Donc voilà, l'idée c'est de sortir aussi des créatures éthérées. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore d'Ewin. Donc tu parlais justement de créatures un peu plus magiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo dans ma présentation. C'est pour ça qu'il n'y a pas la photo pour les Win, tout à fait. Donc tout ça va apparaître au fur et à mesure, bien évidemment. Non, mais quand je disais créatures, c'était par exemple, est-ce qu'on aura une team d'orques, de Skaven, tu vois, enfin des races bien particulières. Il a dit non. Oui, sur le thème, en fait, si tu veux, les changelins, c'est une ouverture à plein de races que tu connais déjà. C'est
On est sur des géants, des trolls si tu veux, ou des nains. On peut avoir des gobelins si tu veux. Et voilà, on n'a pas ce terme-là précisément. Mais oui, on est dans ce Oui. registre-là. Mais on ne sera pas sur une team d'orques comme tu peux le voir dans. Voilà, c'est quand même pas ça l'idée. Hein. On crée notre propre mythologie. Ouais. Donc il y aura pas. L'idée c'est pas de faire une team d'orques, d'elfes et de nains. Quoi. Je pense que c'est bien vu et revu. Nous on n'est pas sur ce délire-là. Ouais, c'est un mélange de plusieurs races. Chaque guilde ce sera un mélange de plusieurs trucs. Pas forcément. Enfin, on a déjà en tête 10 guildes différentes. Il y a quelques subtilités. Voilà, des races originales à votre sauce, quoi, du coup. Voilà, tout à fait. Il n'y aura pas le terme nain, hein, il n'y aura pas le terme elfe, mais bon, d'apparence, ça y ressemblera peut-être, quoi. C'est ça, c'est les mots, mais après, il y a le visuel, quoi, qui parlera. Moi, j'avais une petite question concernant, du coup, tout ce qui... Là, on est vraiment en phase de lancement. Depuis tout à l'heure, là, vous expliquez très clairement que bah, voilà, la suite du projet, vous l'avez déjà pensé. Il y a même des choses qui sont déjà enclenchées. Mais que malgré tout, bah, ce qui est tout à fait normal, ça va dépendre des ventes. Et quand on dit ça va dépendre des ventes, donc ça va dépendre de comment le jeu prend. Vous, qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez prévu des choses pour accompagner ça, pour accompagner la création de la communauté? Quand je dis des choses, c'est est-ce qu'il y aura des événements type des tournois ou si pas des tournois organisés par vous, mais comment dire, des packs pour que les gens puissent organiser des tournois, pour que le jeu prenne? Est-ce qu'il y aura ce genre de choses? C'est prévu, ouais. C'est prévu. Tournoi, il y en a un de. Déjà, alors là, il y a un petit tournoi à l'Octogone. On a fait le pari un peu fou de dire allez, on lance un tournoi à l'Octogone alors que le jeu vient à peine de sortir. Donc les gars auront à peine eu le temps de récupérer leur boîte. Donc là, je crois qu'il y a 5 ou 6 inscrits sur le tournoi. Donc ça c'est cool, on en est ravis. On a vu le message tout à l'heure, là il y a les Bretons qui sont chauds pour faire un tournoi en novembre. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont se développer au fur et à mesure. Et oui, on a prévu de le soutenir. Alors nous, d'en organiser en direct, bien sûr, parce qu'on a aussi avant organisé pas mal de tournois sur d'autres jeux, donc on sait faire organiser du tournoi. Et le soutenir au travers, on a déjà des choses dans les cartons en termes on va dire de goodies tournoi. Ça, c'est des choses qu'on a prévues parce qu'on est tous joueurs, on sait que les goodies ça plaît bien. Des dés à l'effigie des guildes. Il y a beaucoup de choses dans les cartons. Par exemple, ou des choses vraiment spécifiques à des tournois. Tu peux les avoir qu'au tournoi. Ouais. Tu peux faire des dés quand tu gagnes. Par exemple. Marco, il peut s'aider. On peut imaginer plein de choses. Ouais. Et aussi, l'idée, c'est de sortir, mais ça, on veut attendre qu'il y ait un certain nombre de tournois pour avoir des retours quand même. C'est de sortir. Alors, moi, j'ai pas mal joué à War Machine. Il y avait le Steamroller à War Machine, qui était le document, on va dire, fait pour gérer l'organisation d'événements. Qui normait pas mal de choses. L'idée, c'est que nous, on a déjà pas mal d'idées là-dessus aussi. C'est pour pouvoir proposer un document de ce type-là qui permette aux organisateurs d'avoir un cadre sur lequel se référer. Okay. Ça reste des propositions, attention. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais du coup, demain, quelqu'un est chaud et il se dit ah bah tiens, je veux organiser un tournoi. Il vous contacte où? Plutôt sur Discord? Ouais, c'est Discord, Facebook, peu importe. Discord, Facebook de Kairis. Ok. Ouais. De Oxycat Game. Oui. Oxycat Game, ouais. C'est vrai. Ouais. Ok. Est-ce que, du coup, Marco, là, c'est une question qui s'adresse un peu plus à toi. Parce que du coup, maintenant que tu as fait, voilà, tu as préparé une vidéo qui explique les règles, tout ça. Est-ce que toi, en tant que joueur, par rapport à ton vécu de joueur et donc les jeux que tu connais déjà, qu'est-ce qui pour toi fait la différence dans les règles de Kairis? Quel est le point qui t'a marqué et qui du coup te dit ah ouais, vu qu'il y a ça, tu vois, par exemple, je te parle à toi, mais du coup Uriel aussi, parce que toi expert en règles diverses et variées, tous les deux, il y a un truc qui m'a marqué, c'est vous avez lu les règles, vous avez dit il faut que je joue. Alors moi je les ai pas lus. Non mais toi t'as regardé la vidéo. Et ça. Moi ce qui m'a vraiment intéressé dans les règles, c'est déjà toute la partie originale, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'originalité dans les règles. On va prendre des aspects du jeu classique et on va changer les termes du contrat. Donc ça, c'est vraiment un très bon point parce que souvent, les gens qui font des règles abordent les règles de façon très classique
et ils ne se rendent pas compte qu'ils sortent jamais des sentiers battus. Donc, par exemple, l'activation des personnages, on connaît, l'alterner, on connaît, les phases d'initiative, on connaît. Maintenant, ce qui est original à Kairis, c'est qu'on a cette phase d'initiative par le nombre d'actions qu'on va faire et qu'on a des cartes qu'on va devoir forcément jouer. Donc, ça oblige, en fait, à séquencer son activation. Et non pas de se dire, je vais avoir moins d'actions, mais je vais jouer plus vite. C'est pour cette phase, je vais avoir moins d'actions. L'originalité de Kairis, Voilà. c'est ça. Et ça, c'est vraiment très fort. Deuxième originalité que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des pouvoirs quand on est blessé et quand on est actif. Habituellement, on l'a déjà vu, hein, par exemple, Marvel Crisis Protocol fait ce genre de truc. C'est un pouvoir qui va changer, deux pouvoirs qui vont changer, quelques caractéristiques. Là, le personnage change complètement de gameplay. On l'a vu avec Chekhov, qui était l'exemple de Marco. Il change complètement. On n'a plus du tout le même personnage. Donc, c'est vrai, enfin, on n'a plus le même personnage. Si, il reste dans la même thématique, mais il n'a plus les mêmes pouvoirs et donc on ne va plus pouvoir activer Chekhov quand il est blessé que comme quand il était frais. Et ça, c'est pas mal. Troisième point, vous avez utilisé un système de fatigue. Et ce système de fatigue, on va surtout, et notamment le retrouver dans de l'historique, mais sur des batailles de masse. Et vous avez pris le parti de dire, dans mon jeu d'escarmouche, je vais utiliser de la fatigue. Alors, il y a d'autres jeux. Hein, je crois que Alchemy gère aussi un système de fatigue, mais pas du tout comme le vôtre. Parce que vous, il est très simple. Et pourtant, il est très efficace, parce que chaque action a un niveau de fatigue. Et on a un niveau de fatigue maximal. Et hop, ça se gère tout seul. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, la façon dont vous avez traité la fatigue. Et voilà. Donc ça, c'est mon côté game breaker. J'aime bien aller chercher les petits rouages. Et ça m'a sauté aux yeux. J'ai pas lu la règle, hein. J'ai juste regardé une vidéo. Et pourtant, ça a été instantané. J'ai vu ça et je me suis dit, ouais, ça me donne envie d'y jouer. Voilà, tout simplement. Et je vais rajouter un truc, c'est qu'en fait, avec les actions, en gros, c'est soit tu mets la douille, enfin, tu mets la charge à ton adversaire direct, mais au risque de te prendre une charge derrière, parce qu'en gros, tu vas prendre cher derrière, soit tu lui mets un peu, mais du coup, ton adversaire, en fait, la notion de défense dans ce jeu est beaucoup prononcée, notamment sur deux trucs, qui est l'esquive et la contre-attaque. Et en fait, ça, je trouve ça juste excellent, parce que sur d'autres jeux, c'est ton tour, tu vas douiller, tu vas lui mettre dans la gueule. Là, tu vas te dire, écoute, je vais quand même me retenir, parce qu'en fait, si je me mets trop de fatigue, mon personnage full fatigue, il va se faire baiser, mais direct. Dans votre jeu, si t'es full fatigue, t'es mort. En fait, en gros, le mec, il peut te mettre la douille juste derrière, donc tu dois réfléchir à ça. Et la deuxième problématique que j'ai kiffé, et que je trouve intéressant, c'est, aujourd'hui, tu vas pas aller au contact n'importe comment, en fait. Parce que si tu veux après te barrer du contact, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouvait plus dans certains jeux. Et moi, je trouve ça cool parce que du coup, tu fais pas le bourrin en te disant vas-y, j'y vais et après je me casse. Non, là, tu vas faire attention. Et en plus de ça, vous avez le système où une fois que tu as fait une attaque, par exemple, tu peux mettre 3 dégâts à ton adversaire, mais t'as pas trop envie de rester au contact. Donc, tu peux utiliser un de ces dégâts pour le dégager ou pour te dégager toi, qui fait que tu éviteras une attaque d'opportunité où tu vas forcer à ton adversaire de se déplacer, donc il va utiliser une action pour le faire. Et donc, en fait, c'est ultra stratégique. Et en vrai, avec tous ces éléments en tête, je me suis pas dit, vas-y, je vais jouer ça, ça, ça et ça. C'est sûr, je vais mettre la douille. Là, je me dis, chaque partie, elle sera forcément différente. Et ça va dépendre comment l'autre joue et comment l'autre a vu les choses. Donc, je pense que c'est un jeu où tu peux faire 10 parties et en découvrir encore sur comment tu peux faire telle et telle chose. Je dirais même plus, souvent dans les jeux, il y a ces options de riposte, esquive, etc., etc. Et souvent, on se rend compte, après quelques parties, que c'est inutile. C'est très joli. Là, le fait de ne pas avoir dit la riposte, c'est une action, mais la riposte, c'est un point de fatigue, ça, je pense, maintenant je n'y ai pas joué, hein, mais je pense que ça veut dire que ces techniques, ces mécaniques vont être utilisées parce qu'elles ne coûtent pas d'action. Et souvent, les jeux font l'erreur, jeu de rôle ou jeu de figurine, hein, parce que jeu de rôle, c'est pareil, de dire si vous voulez faire une riposte, c'est une action. Oui, alors autant que je frappe tout de suite, ça ira plus vite, hein, en fait.
Et là, non. Là, vous avez pris de dire, OK, c'est pas une action, c'est gratuit. Par contre, ça va te coûter un point de fatigue. Quand tu as 3 points de fatigue, tu as un problème. Ou 4 points de fatigue, tu as un problème, suivant le personnage. Et ça, c'est une bonne idée. Je pense que c'était une très bonne idée. Okay. Je rebondirais juste le parti pris sur déjà sur les cartes actions et ce système d'activation, c'était aussi de se dire que en fait, on a un nombre de points d'action qui est fixe toute la partie, quel que soit le nombre de figurines qui nous restent sur la table. Parce qu'en fait, il n'est pas dépendant des figurines, il est dépendant des cartes. Et ça permet d'avoir une continuité de la partie, c'est-à-dire que même si on perd rapidement 2-3 figurines, mais en fait, on peut toujours faire pas mal de choses. Et donc, ça fait qu'il se passe toujours des choses jusqu'à la fin de la partie. Et c'est quand même super intéressant. Une partie de Kéris, c'est jamais gagné, c'est jamais perdu, en fait. Parce que jusqu'à la fin, ton adversaire, il va pouvoir faire des trucs, même s'il ne reste que 2 figurines sur la table. Parce qu'il aura autant d'actions que toi disponibles. Bon, par contre, il va se fatiguer beaucoup plus rapidement. Donc, le principe de la fatigue, c'est que quand ton personnage est épuisé, en fait, grosso modo, ça lui coûte le double d'actions de refaire des actions, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un aspect, c'est aussi pour ça qu'on l'a pensé comme ça, sur cet aspect-là. Et après, l'autre aspect qui est, Marco en parlait un petit peu, qui nous a été un truc important pour nous, c'était d'enlever de la frustration aux joueurs. Et en fait, le système de GD et d'attaque qui fait que tu peux sacrifier des réussites pour te pousser ton adversaire ou le sonner, etc. Ça fait que tu fais toujours des choses aussi. C'est-à-dire que même si tu fais un jet de dés pourri ou que tu fais qu'une touche, ben c'est pas grave. Ta touche, ça va te permettre de pousser la figurine adverse ou de te pousser. Et ça permet de dynamiser le jeu. En fait, tu fais toujours des trucs, quel que soit... voilà. Et je finirai juste sur le fait aussi que voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est pas un jeu d'anticipation, c'est un jeu de réaction. En fait, il se passe toujours. C'est très difficile d'anticiper parce que en fonction de comment va jouer l'adversaire, il se passe tellement de choses sur la table que c'est pas un jeu à liste, très clairement. Tout ça se joue sur la table, ça se joue pas à la liste. C'est pas pensé comme ça. Et c'est un jeu où on va énormément jouer en réaction parce qu'il se passe toujours des trucs en fait sur la table. D'accord. Je pense que vous avez bien résumé. J'ai 2 choses à rajouter si c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Pour 2 personnes qui n'ont pas joué au jeu, je trouve que c'est très très bien résumé, mais vous avez oublié juste un truc essentiel, c'est les réglettes également. On n'en a pas parlé encore. Oui, et c'est l'apport supplémentaire, c'est aussi un jeu dans le jeu, parce que pour faire un déplacement, on va poser une règle de déplacement, et on va prendre la figurine et on va la poser au bout de cette réglette. Et il faut pouvoir la poser aussi dans le jeu. Donc on peut s'amuser aussi à bloquer un peu l'adversaire, même si on peut toujours bouger un peu du socle, l'état du socle, la figue. Ça permet aussi en tournoi d'éviter la frustration avec l'ancienne je mesure au pifomètre. Là non, tu poses ta réglette, je vois bien la figurine, je la prends et je la pose. La réglette, c'est un système qui semble être très apprécié, mais c'est aussi un système qui existe dans d'autres jeux. Donc, alors, partiellement, je vais y rebondir dessus. La particularité de celui-là, c'est que là, dans les jeux, tu vois, la plupart des jeux, tu as ton personnage qui est là, et ta réglette, tu vas la mettre là, et ton personnage, il va aller là, tu vois. Ouais. Et là, en fait, la particularité, c'est que déjà, les réglettes sont rondes. Elles sont rondes, ovales. Oui, c'est vrai que tu peux le mettre tout autour de la... Voilà. Et en fait, tu la mets pas sur par exemple, la Star Wars Légion, tu as le petit truc pour poser ta réglette. À MCP, il y a l'arrondi pour la mettre devant. Là, en fait, tu mets ta réglette comme tu veux. Ouais. Alors, là, la réglette, je vais prendre celle-là, elle est comme ça, tu vois. Mon personnage, il est là. Bah, je peux la mettre soit là, soit je peux la mettre comme ça, soit je peux le mettre comme ça. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est... Ça a complètement... Je pense qu'au début, quand je vais jouer, je vais me faire baiser. Enfin, désolé de dire ça comme ça, mais le mec, il va me faire avoir. Il va me... Ouais, enfin, si vous voulez, je vais me faire avoir. Il va me faire des déplacements que j'avais pas pensé. Et même à la base, et en gros, parce qu'il faut qu'elle soit posée, la réglette, si tu t'approches trop près d'un mec, enfin, ni trop près, ni trop loin, le mec, il peut pas te charger, parce qu'il peut pas poser la réglette. Il peut pas aller jusqu'à toi, en fait, ça dépend comment il la met. Donc c'est comme à Saga, c'est un peu similaire, c'est pas exactement pareil, mais à Saga, c'est pareil, on a un système où on doit poser une réglette, on doit faire tout le mouvement, et après on peut poser une autre réglette pour essayer de faire un deuxième mouvement. Et c'est vrai que ça occasionne beaucoup de réflexion de mouvement. Et on doit vraiment choisir ces mouvements, bien les programmer, dirons-nous, pour arriver à quelque chose de létal. Parce qu'effectivement, si on s'arrête à 5 mètres de son adversaire ou si on n'arrive pas à faire un tournant, on est eu. Et ça, c'est des réglettes de tir, en fait.
Ça, c'est Les des réglettes de réglettes de mesure. mesure. Ouais, Mesure, mesure. mesure. Ok. Pour mesurer les distances. Ça Pour le marche. tir, notamment, ou les capacités. Tout à fait. Ok. Et je Fabrice, rebondirais t'as juste, un point à les ajouter? réglettes, oh, c'est vraiment pensé pour fluidifier le jeu, en fait. Parce que ça permet de très facilement savoir si on peut contourner un décor, contourner une figurine, où on peut se placer, etc. Elles sont vraiment pensées dans ce sens-là. C'est simplifier, fluidifier et éviter toute erreur de mesure ou confusion. Voilà, une fois, moi j'ai joué à beaucoup de jeux. J'ai beaucoup joué à Guild Ball, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu dans lequel on utilisait des steppers. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les steppers. C'est des petits, je parle beaucoup en anglais, des widgets qui permettaient de calculer au millimètre près où est-ce qu'on pouvait se placer en contournant des décors, etc. Et c'est des choses qui étaient assez chronophages et assez chiantes à manipuler. Et là, nous, avec notre système de réglettes, ça permet d'avoir cette même précision, mais avec un seul objet à poser. C'est en 2-2, on sait où on va. Ça amène cette fluidité-là et cette précision à la fois. Bah oui, parce que après, c'est vrai qu'en mode tournoi, on est peut-être un peu plus drastique, mais c'est vrai que si on doit compter au millimètre, c'est un peu chiant, quoi. Non, mais puis même Ouais, pour les ados. Les ados, c'est vachement plus simple aussi en termes d'explication de jeu de figues. Tu poses ta réglette, tu vois si ça passe ou pas, quoi. Ouais. C'était la réflexion, parce qu'on le voit beaucoup dans les jeux de figues aujourd'hui ou les jeux de plateau, c'est de dire est-ce que la tendance c'est de faire des cases, parce que ça rend les mouvements plus précis. Sauf que les cases, bon, moi je trouve que dès qu'il y a des cases, on n'est plus vraiment sur du jeu de figurines, parce qu'on perd la sensation de liberté en termes de déplacement. Et là, nous, on a justement voulu trouver un compromis, de se dire on va garder la pleine latitude de liberté de mouvement, tout en ayant une précision de mouvement avec un objet qui est. C'est comme si on déplaçait une case au fur et à mesure, en fait. Je sais pas si. Voilà. Et de toute façon, moi je suis comme toi. Moi, les jeux des jeux de plateau avec figurines, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais dès qu'on a des cases, on n'est plus vraiment en jeu de rôle, dans le jeu de figurines. À part Dust, qui est l'exception qui confirme la règle, parce que c'est un vrai jeu de figurines, ça on ne peut pas le nier. La plupart des jeux qui se disent jeux de figurines avec cases sont plutôt des jeux de plateau avec figurines, au final. Blue Ball, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un jeu de plateau avec des figurines. On n'est pas du tout dans du jeu de figurines. Donc, et c'est vrai qu'il y a là, au moins, avec des réglettes, on fait ce qu'on veut, puis surtout, on crée le décor qu'on veut, parce que moi, j'étais alléché par les photos de villes qu'on a pu voir. Hein. C'est ça qui me fait triper, c'est de m'imaginer dans une ville complète et de me balader, de sauter de toit en toit, ou d'aller dans des ruelles. Voilà, c'est ce qui fait le charme du jeu de figue. Hein. Ouais, l'immersion, tout simplement. L'immersion est très important, ça c'est clair. Fabrice, du coup, oui, tu avais un deuxième point qu'on n'a pas encore entendu, je crois. Le deuxième point, merci d'avoir suivi. Le deuxième point, c'est lisser sa chance. Parce que moi, par exemple, je suis un joueur qui a énormément de chance. Hugo, c'est un peu l'inverse. Bon, des fois, il a la chance aussi. Et du coup, lisser la chance, comment le faire du coup, on a des systèmes de moins 1. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir se dire, si je veux vraiment absolument réussir mon attaque, il faut que je fasse une combinaison qui le permette. Donc, la charge, effectivement, va permettre... La réussite de base, c'est 5+. Pour le D6. La charge va me faire -1, donc ça sera sur du 4+. Après, j'ai un soutien, donc un copain à côté dans la même zone de menace que l'adversaire, ça me fait encore un -1. Et ensuite, j'ai une valeur de combat supérieure à la défense de l'adversaire, ça va encore me faire -1. Donc c'est sur du 2+ au total. Là, quelqu'un qui n'est pas chanceux, ça devrait bien se passer. Bon, après, s'il fait des yams de 1, bon, tant pis pour lui. Hein. Vraiment, même quand on n'est pas chanceux, c'est qu'on fait que des yams. Moi, des yams de 1, ça me connaît. Ça te connais. Bon, dans ce cas-là, il te restera peut-être une réussite et tu pourras dire je vais me pousser, tiens, parce que sinon, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc, il y a toujours moyen de faire quelque chose, comme disait Hugo tout à l'heure. Ouais, il y a des fiabilisateurs qui permettent de doter une certaine frustration qui est liée à l'aléatoire des dés. Donc, ça, c'est vrai que c'est toujours un point positif. On avait quelques questions dans le chat. On va y revenir après. On vous oublie pas, les copains. Mais là, je voulais enchaîner avant sur une question qui est parce que là, on est parti quand on a replongé dans les règles comme ça. On est parti de qu'est-ce qui a fait que Marco, que Uriel, qui ont vu les règles, ou Uriel qui a vu la vidéo en tout cas, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu envie de jouer. Donc en gros, pour qui est fait le jeu, qu'est-ce qui fait le plus du jeu. Je pense qu'un jeu peut pas être parfait non plus, et donc du coup, il y a forcément des gens à qui ça va plaire, des gens peut-être à qui ça va moins plaire. Est-ce que, en gros, pour qui n'est pas fait
Kairis? Parce que c'est important à savoir aussi pour éviter que, voilà, que quelqu'un l'achète en se disant «Ah génial, il a l'air trop bien», parce qu'en plus on l'a trop bien vendu, nous, ici, sur Entre Jeux Studio, sur Barbu Game, et puis d'un coup, paf, il arrive, il débarque, il essaie le jeu, oh, bof. C'est qui ce bof? Je Ceux qui pense aiment que les jeux c'est de masse, pardon? Ouais. ceux qui aiment les combats de masse, déjà, je Ouais, trouve que clairement. ça va beaucoup moins leur plaire. Encore Ouais. que moi, j'ai beaucoup aimé les mécaniques, donc comme quoi, je suis l'exception qui Parce que confirme toi, la t'es règle. quand même un joueur d'historique avec 12 483 figurines par champ de bataille, donc quand même. Oui. Non, mais c'est Non, une vraie question, hein, c'est pas une question piège. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, qui font l'essence du jeu et qui du coup sont un vrai point positif pour certains, mais qui peuvent en rebuter d'autres? Moi, je pense qu'il y a un point important, et ça, on s'en cache pas, c'est pas un jeu narratif. En tout cas, pas pour le moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du jeu avec on n'a pas de système de campagne, on n'a pas de système d'évolution des personnages. Je pense qu'il y a des jeux sur le marché qui le font très bien aujourd'hui, ça. Et nous, on n'est pas sur cette proposition-là en termes de jeu aujourd'hui. Après, on a envie demain de sortir des extensions avec des choses plus narratives, un système de campagne, etc. Mais en tout cas, c'est pas la proposition qu'on a aujourd'hui au travers de Kairis. Ok. Alors dans le chat, on a des propositions aussi. Donc il y a Scarlix qui nous dit les amateurs de Monopoly, a priori ça leur plaira pas. Mais on a surtout Igon qui nous dit ceux qui apprécient tailler une liste aux petits oignons. Est-ce que vous confirmez du coup bon, je pense que oui. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il a, ouais. C'est pas un jeu à liste, c'est un jeu c'est un de jeu à jeu. draft, c'est l'inverse du jeu à liste, hein, ça c'est Ouais. clair. Mais dès qu'on a un nombre de figurines supplémentaires, surnuméraires par rapport au nombre qu'on doit avoir, Oui, bah, dès euh, les le- prochaines sorties en fait. voilà, Oui. on va avoir un jeu à draft, et les jeux à draft, c'est souvent, moi en tout cas, j'aime beaucoup ça. Étant un joueur de Vampire, la mascarade, le jeu de cartes, un peu, Eternal Struggle, excusez-moi. Moi, j'adorais ça. J'adorais tout ce qui était récupérer, refaire des drafts, etc., etc. Et j'ai trouvé que les jeux actuels, là, par exemple, pour prendre Super Fantasy Brawl ou même Marvel's Crisis Protocol, remettaient ça au goût du jour pour le jeu de FIG, et je trouve ça super intéressant. Donc, Aeris en draft, je trouve que c'est une très bonne idée. Surtout si vous voulez compétitif, parce que du coup, le draft, c'est quand même, pour moi, l'essence même de la compétition, dans le sens où, quand on draft, on va chercher à améliorer ses points forts par rapport aux points faibles de l'adversaire. Et donc, c'est vraiment l'essence même pour moi de la compétition. Je ne sais pas ce qu'en pense Marco ou Guillaume, mais c'est vrai que pour moi, c'est ça qui fait un bon jeu. C'est quand on doit réfléchir aux faiblesses de l'adversaire et maximiser ses points forts. C'est vrai que Ce c'est un sur c'est un liste. système que j'apprécie aussi, dans le sens où ça te demande plus sur le moment de réfléchir à: «Mince, il a pris ça, comment je peux le contrer avec ce que j'ai, en pool de choix?» C'est vrai qu'un jeu avec liste, ça a ce défaut-là, c'est que parfois, bah, comme tu le disais tout à l'heure, Uriel, en général, un jeu avec liste, c'est un jeu qui a beaucoup de choix. S'il y a beaucoup de choix, il y a forcément un moment où, pouf, ça dérape et puis là, il y a un truc qui prend le pas et donc du coup, bah, il y a des gens qui vont s'amuser à spammer des unités qui sont plus fortes, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le travers des jeux avec des listes. Quand on est en draft, et je le vois par exemple parce que moi je joue plus à Super Fantasy Brawl, en l'occurrence, en fonction de ce que prend l'adversaire, il y a des moments où je vais vraiment, genre, blocage écran, qu'est-ce que je fais quoi? Parce qu'il a pris ça, il faut que j'arrive à réagir, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après, est-ce que c'est ça l'essence du compétitif? Je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je parlais de compétitif parce qu'effectivement, le draft, c'est vraiment ce moment. Moi, j'aime bien l'e-sport aussi, notamment les jeux comme, pas League of Legends, mais un autre de chez Blizzard. Et il y a ces côtés draft. Dota, Ouais, non, c'est pas Dota, c'est Hearthstone, c'est un truc avec Storm dedans à la fin. Hearthstone. Non, 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 c'est un jeu c'est comme un Dota, c'est-à-dire que tu as des personnages, tu dois détruire un château. Et en fait, dans l'e-sport, tu as vraiment une gestion du draft qui est très, très professionnelle, hein. Vraiment, les mecs, ils analysent le joueur, ils analysent les personnages que prennent ce joueur, là où il est le plus fort, etc., etc. Et ben là, ça va être pareil. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un en tournoi que tu connais, que tu as déjà joué avec lui dans d'autres tournois, tu sais qu'il joue telle faction, tu sais que ses personnages préférés, c'est un tel, un tel et un tel.
tu sais que tel personnage est plus fort contre tel personnage, donc tu vas drafter ce personnage, même si pour toi c'est moins fort, mais contre lui ça va être beaucoup plus fort. Donc c'est là où je parlais de compétitif. Dans le draft, c'est quand tu vas devoir réfléchir à analyser ton adversaire et les choix qu'il a par rapport à la faction qu'il va jouer. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une essence vraiment compétitive, quoi. Et tant mieux, parce que moi, je trouve ça génial à faire. On a Entrejeux Studio qui vole à la rescousse d'Urial en disant que c'est Hero of the Storm. Merci, c'est Heroes of the Storm. Voilà. Et, moi, j'aime beaucoup. Je suis très mauvais à ce genre de jeu. Je suis très très mauvais, mais j'adore y jouer, j'adore le regarder. J'adore, je suis très mauvais. Mais je suis très mauvais. Ouais. Du coup, là, on a quand même eu quelques questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu. Je les ai gardées en tête. On avait Sol Carlus qui demandait: est-ce que vous comptez sortir du contenu sur le fluff également? Alors déjà, pour chaque figurine sortie, il y a quand même un petit fluff associé. Donc c'est déjà une première mise en bouche. Et après, on a envie, peut-être dans les années à venir ou mois à venir, effectivement, de peut-être d'ouvrir un livre du fluff, effectivement. Donc, tout à l'heure, vous parlez de romans. On n'a pas la prétention de faire des romans non plus, mais pourquoi pas? Ça dépendra de l'évolution. Oui, c'est Déjà, ça. les nouvelles, c'est bien. Déjà, les nouvelles. Voilà, tout à fait. Mais déjà, il y a déjà dans chaque fluff de figurines, on a fait exprès d'ouvrir plein de pistes. Donc ça permet justement d'étoffer déjà l'univers. Rien qu'avec chaque figurine sortie, on étoffe l'univers, on présente un peu plus Skyris, les enjeux, etc. Et puis après, plus tard, on pourra développer encore plus et rentrer dans le détail, quoi. Il y a déjà pas mal de lectures en fait. Tout est sur notre site internet. Vu que chaque personnage est associé à un texte d'ambiance avec une histoire à chaque fois, il y a de quoi lire déjà en termes de contenu, et on va continuer à maintenir ce principe-là d'associer chaque sortie de figurine à un texte d'ambiance qui permettra de découvrir le monde de plus en plus. D'accord. Top. Alors je vais continuer à dérouler les questions. Il y a Scarlix qui demandait: si j'achète tout, vous m'envoyez les versions peintes par Girio sur la base de ma sympathie naturelle? Alors, On en discute un peu. Apparemment, c'est un joker. Ça dépend combien tu vas les payer, en fait. Je l'ai déjà dit non. Ils peuvent s'acheter 2 figurines au prix de toi, tu les payes, ça c'est possible. Je lui ai dit que par contre, Girio étant mon voisin, je peux lui demander si gentiment il veut lui peindre ses figues. Je pense que la réponse est non. Mais... Voilà. Si t'enlèves gentiment, ça marchera probablement. Oui, je suis même pas sûr. Je suis pas si peur que ça. Il a du taf en plus, attention. Tac. Alors je remonte. Keycord qui avait posé une question aussi, sur. Ouais. En fait, je vérifie tout exactement pour pas en oublier. Donc la durée d'une partie, ça on avait répondu, c'était 1 heure. Les conditions de victoire, il y avait Marco qui avait répondu rapidement en disant scénario, point de victoire. Est-ce qu'il y aura du PVE coop? Donc ce qu'il entend par PVE coop, c'est vraiment. C'est-à-dire que c'est un contre tous ou quelque chose comme ça, quoi. Ou tous contre l'IA aussi. Mais là, on est plus sur du jeu de plateau, je dirais, que sur du jeu de figurines, quoi. Ah, Marvel Crisis Protocol le permet. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que je dis plus, mais j'ai pas dit pas. Attention. On a pensé à différents modes de jeu, donc ça répondra pas forcément à ce qu'il dit, mais oui, il y a différents modes de jeu qui pourront peut-être être intéressants et se rapprocher de ce qu'il envisage, quoi. En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans les clous, mais potentiellement, ça peut venir en fonction de l'évolution du projet, quoi. Si je comprends bien la réponse. Ouais, en fait, là, c'est les règles de base, il faut les envisager comme ça. Après, on peut y amener plein d'add-ons sur plein d'aspects, voilà. Mais ça sera dans le temps. Il y a Igon qui a rebondi par rapport à mon histoire de draft et qui dit qu'effectivement c'est top pour faire du compétitif, et il demande s'il y aurait des pics et des bans à un moment possible dans le système de draft. Alors pour l'instant c'est pas possible parce qu'il n'y a que 5 figurines, mais c'est-à-dire que il y a un joueur, il prend un personnage, l'autre joueur avant de prendre un personnage, il bannit un personnage adverse, l'adversaire bannit un de ses personnages, il prend un personnage, etc. Alors, ça, c'est des choses, on en a pas mal discuté avec les bêta-testeurs, mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. On a besoin que le jeu y vive pour savoir quels seront les modes parce que je pense que ce sera un mode parmi d'autres. Mais en fait, tout est possible. Hein. Pour même vous dire, on s'est même amusé à faire des parties où on mixe toutes les guildes. D'accord. Et ça marche vraiment du draft. On prend toutes les figues, on se met toutes les figues et on se fait nos compos en mixant. Et ça marche aussi, en fait. C'est parce que, voilà, en soi. Vu que toutes les figurines ont la même valeur. Donc en fait, des modes de jeu comme ça,
on va en proposer, mais il faut que le jeu y vive aussi pour voir qu'est-ce qui est vraiment le plus pertinent. Mais charge à chacun de s'amuser, il n'y a pas de... Voilà. Là-dessus. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, on sent que vous prenez le projet étape par étape. En fait, vous brûlez pas les étapes. Et ça, c'est plutôt, je pense, personnellement, Plutôt ça, signe ouais. de qualité, de sérieux. Parce que, voilà, ça pourrait être, est-ce que vous allez faire ça? Oui. Est-ce que vous allez faire ça? Mais oui, bien sûr. Et puis après, bon, bah voilà, après, des promesses comme ça, c'est cool, mais c'est mieux quand c'est tenu. Donc là, on sent que, voilà, vous prenez les choses étape par étape, c'est intéressant. Et en effet, à l'inverse, on voit aussi que la communauté, en tout cas là, les personnes qui nous suivent dans le chat sont bien motivées par le jeu parce que justement c'est un peu le but de la demande. Je pense que quand on a Keycord encore qui demande est-ce qu'il y aura des campagnes scénarisées, bah ça veut dire moi ça me botte et C'est du ça. coup j'ai envie d'en voir quoi. En gros c'est ça la question. Moi, je pense que donc, déjà, vous avez gagné 4 boosters de faction plus un règle de jeu avec Scarlix. C'est déjà ça. Super. Après, Scarlix dit quand même, suite à votre réponse sur les figurines peintes par Dirio, il répond la communauté c'est important, mais quand tu demandes un petit service, il n'y a plus personne. Bravo les gars. Non, mais voilà, donc du coup, je crois qu'on a fait le tour des questions. Mais Scarlix, il aime bien soutenir les gens, donc il va vous soutenir, c'est sûr. Ah non, Après- il y a Quasar99 qui demande vous avez prévu de sortir la cité de Kairis quand? Donc, qu'est-ce que la cité de Kairis? Parce que moi, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, ça se passe dans Kairis, le jeu. Ouais. Et eux, ils demandent si un jour vous allez sortir de Kairis et qu'on va pouvoir faire À sortir, ailleurs. oui. Ah, pardon, ok, j'ai oublié un mot dans la question, c'est pour ça a changé complètement le sens. Autant pour moi, c'est pas sortir la cité de Kairis, c'est sortir de la cité de Kairis. Merci Marco. On pourrait faire la maquette, mais c'est ambitieux. Ah oui, en fait, c'est ça, je pensais qu'il voulait le décor, en fait. Oui, c'est ambitieux. Un kit de décor. Je me suis dit, oh, bah ouais, carrément, ça peut être sympa. Pour l'instant, Après, oui, tout à fait. Ça, je vous en ai parlé du kit de décor. Non, mais après, vous pouvez maintenant, grâce à la pression 3D et aux imprimeurs français, parce que maintenant il y a des imprimeurs français, il y a moyen de faire ce genre de truc. Là, par exemple, j'en discutais avec Kema, qui est donc le directeur de Forgeland 3D, qui s'est associé avec un dessinateur 3D, voilà, pour faire toute une cité futuriste. Et là, ils sont en train de voir pour que lui, quand ils vont faire leur Quickstarter, parce que faire un Quickstarter, ce soit lui qui leur imprime tout et qui les mette en boîte et qui les met. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, quand on pensait décor, il fallait penser imprimeur pour du carton ou plastique chez des Chinois ou des Polonais. Là, aujourd'hui, avec l'impression 3D, pour faire des décors, on a moyen de faire de façon différente. Il faut trouver un illustrateur 3D qui vous dessine ça, bien sûr. Mais c'est plus le même coût. On n'a plus besoin de commander 10 000 pièces ou 5 000 pièces si on veut faire du plastique. Il y a peut-être moyen de moyenner, du coup. C'est là où je voulais en venir. Après, il y a des super décors. Il y a une société, c'est slovaque, je crois, ou tchèque, qui faisait Fantasy World, je crois, qui font des décors de maisons magnifiques. Mais bon, c'est 100 € la maison, quoi. Donc, il y a des moyens de faire une belle cité, hein. Aujourd'hui, on a les moyens. Maintenant, c'est vrai que si vous aviez un truc clé en main où les joueurs ils achètent une boîte et ils peuvent monter un décor, c'est vrai que c'est toujours plus simple pour eux. Bon, on aimerait bien. Ça, un jour peut-être. Après, je rebondirai sur le phasage au niveau du jeu. C'est aussi, faut bien comprendre que, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas passé par caisse, c'est-à-dire qu'on a pris le temps pour peaufiner le jeu. Le jeu, les premières ébauches du jeu datent de 2015, pour vous dire. Donc c'est un jeu qu'on a poussé dans ses retranchements en termes de règles, etc., jusqu'à avoir le produit fini qui nous convienne. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va pas sortir des trucs pour sortir des trucs. C'est-à-dire qu'on sortira des trucs quand on jugera qu'en termes de rendu et de qualité, on est au niveau escompté, quoi. Voilà, pour tous les projets qu'on pourrait, parce qu'en fait, on peut faire des milliards de choses. Hein. Bah, toujours. Voilà. En parlant de sortie, c'est quoi la prochaine guilde du coup? Ah là. J'ai dit que j'ai regardé en fin d'émission. Tu m'as grillé la priorité, j'allais y aller en mode un tout chouïa plus subtil. Ah, dommage. Ah, on a un raid. Ah, eh ben, merci Kelawan et les Meeple. Avec un raid de 24 personnes. Bienvenue à ces 24 personnes qui nous rejoignent. On est en train de parler de Kairis avec Hugo et Fabrice de Oxycat Games. Et donc, voilà. pour répondre à Quasar, parce que Quasar,
Khazar posait quand même la question de savoir si on sortait de la ville de Kairis. Là, pour l'instant, on se concentre vraiment sur Kairis, hein, quand même. C'est le titre du jeu, quand même. Mais l'idée, c'est quand même, il y a un univers. Vous avez vu, il y a une carte de la cité, mais il y a aussi une carte du monde. Et notamment, on a mis déjà des pistes sur les cités. Et le Le but de royaume sortir, de Nîmes. par exemple, il y a quelques jeux de mots subtils. Mais du coup, les guildes, c'est un moyen aussi de sortir de Kairis et d'en voir d'autres dans d'autres cités. Donc c'est un peu l'idée. Donc là, pour l'instant, on se concentre. On va peut-être avoir d'autres guildes qui viennent de Kairis. Et puis peu à peu, on va sortir sur d'autres visuels propres à des cités différentes. On peut vite fait remettre les photos, Clément, s'il te plaît, du jeu pour montrer aux personnes qui nous ont rejoints de quoi on parle. Oui, parce que moi j'ai fait une petite description dans le chat, mais c'est pas forcément aussi parlant que des photos. Hop, voilà, de la figue. C'est beau, la figue. Yes. Là, donc voilà, on revoit en photo les figurines des différentes factions, avec encore une fois le superbe travail de peinture de Jirio qui déboîte sa maman. Alors, Ouais. j'avais juste une question. Aujourd'hui, vous avez donc lancé le 3 septembre, donc on est le 23, donc c'est que 20 jours, hein, c'est pas non plus énorme. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur des points de règle ou des choses comme ça de la communauté, ou pour l'instant tout va bien Des questions de règles, oui. Ouais, Mais après, pour l'instant, les failles, personne n'en a trouvé. d'accord. Il y a un petit jeu On sent qui est ouvert. le petit regard, tu vois, de défi en mode essayez, Allez-y. essayez. Ça fait genre 6 ans qu'on bosse sur le jeu. Essayez de trouver une faille. On en connaît certains qui vont le faire, de toute façon, donc c'est sûr. Ouais, C'est sûr et certain. c'est un mec comme Doc qui va aux toilettes et qui trouve le truc pour voyager dans le temps, et l'autre il va faire pareil avec ton jeu. Ouais. Il va se réveiller un matin, il va faire oh putain la carte, il fallait que je fasse ça. J'étais sur et le tout. trône, et ben j'ai trouvé une super combo. Ouais. Après, le groupe de bêta-testeurs qu'on a réuni autour du jeu, on est allé chercher aussi des personnes qu'on connaissait de notre réseau de joueurs qui ont l'œil aiguisé et qui sont, on va dire, des game breakers de règles habitués. Donc il a été sujet à rude épreuve le jeu au niveau des bêta-tests, parce que justement, on avait des bêta-testeurs de ce type-là. Bien relou, on dit quand c'est comme ça. Bien. Alors, Leur moi j'ai métier, une question du chat. Brenna. Qui est Brenna déjà? Brenna, c'est dans les bâtisseurs. On n'a pas présenté effectivement les différentes guildes, mais donc là, c'est dans la confrérie des bâtisseurs. Brenna, c'est une porteuse d'eau. Ok. Et elle dit est-ce que son ami araignée pourrait voir le jour? C'est possible. Là, on la voit, Brenna. C'est la meuf qui est à côté du personnage rouge avec la hache. C'est totalement à gauche, ouais, tout ça. C'est ça. Oui, dans le fluff, on parle d'une araignée, effectivement. Je pense que de toute façon, dans le chat, vous l'aurez compris, c'est encore tôt en fait pour dire oui, il y aura ça, non, il n'y aura pas ça. La seule chose qu'on va savoir là, c'est quelle est la prochaine guilde à sortir. Mais voilà, vu que le jeu il vient tout juste de sortir, donc c'est vrai qu'il faut quand même laisser le temps un petit peu à ce début, enfin voilà, à ce nouveau-né sur le monde des figurines, de faire ses premiers pas. Et ensuite, il y aura plein de choses qui vont arriver, j'ai bien l'impression. Ouais, mais après, complètement, mais bon, on connaît la réponse à la question en fait, c'est juste qu'on garde un peu le suspense. Clairement, avec la banane jusque-là, vous trompez personne. Hein. Il y en a qui disent que ce serait déjà sympa si on avait un peu d'infos sur la 5e guilde. Ouais, non, mais c'est vrai en plus, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit ça. Bah oui, c'est Sol Carlus qui nous dit. Je dis pas des bêtises en général, hein, tu sais. Ouais, non, mais alors si, mais là en l'occurrence, c'est pas une connerie. Moi j'avais une question, vous disiez que vous étiez à Octogone, là, j'ai perdu la date déjà. Donc vous allez Semaine faire prochaine, des... Enfin, à partir du 1er octobre, Octogone. Donc vous allez faire des démos, je présume, là-bas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dates où vous comptez aller faire des démos, où on pourra vous voir ou... Du mieux possible, effectivement. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un espèce de système d'ambassadeur? Peut-être que
de personnes qui peuvent faire tester le jeu, qui ont déjà dit, moi, ça y est, j'ai le jeu, je peux le faire tester dans ma région ou... Oui, alors, ça on y a pensé. Mhm. Je peux dire lâcher le mot, mais on appelle ça des boucaniers, une sorte de baroudeur. Voilà. Ils ont leur quai sur la carte, d'ailleurs, si vous regardez. Ils sont Marco. Ils sont marqués sur la carte, des boucaniers. Donc oui, en gros, c'est des ambassadeurs qui représentent le jeu et qui veulent faire vivre la communauté dans leur ville. Donc là, on est totalement enclin à travailler avec eux. On en a déjà, certains, sur Lyon et d'autres grandes villes. Et est-ce qu'on a un endroit où on peut retrouver ces gens-là sur un Facebook ou sur un Discord ou sur votre site? Oui. C'est le Discord en fait, qui remplace. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vu disparaître les forums au profit du Discord. Et maintenant, tout se passe beaucoup sur le Discord, très clairement, où la communauté et c'est là où on peut retrouver des joueurs, des gars qui font des démos, etc. quoi. Voilà, j'ai essayé de retrouver le Discord. Sur le Discord, en effet, le Discord est très très actif. C'est si vous voulez avoir des infos sur le jeu, trouver des joueurs, tout ça, il n'y a pas de souci, vous le trouverez, c'est sûr. Enfin, le Discord, il y a du monde qui est tous les jours. Alors, maintenant, comment on peut trouver le Discord à partir du site de Kairis? Dans les ressources. Ressources, c'est ça. Je cherchais, Moi, du coup, il y a Solcarus qui dit que je suis un sacré boucanier. Je ne suis pas un boucanier de Kairis. Juste, je pense que c'est bien de soutenir les productions françaises, surtout quand les jeux sont bien. Donc, j'ai fait un peu ce porte-parole là, et puis parce que moi, les figs, je les ai trouvés super. Et comme beaucoup le savent, si la fig me plaît, en général, c'est déjà un bon pas. Après, bon, les règles, elles sont là. J'avoue, moi, ce qui me fait peur dans votre jeu, et ce qui fait aussi le charme de votre jeu, c'est les cartes d'activation et les cartes actions. Et moi, enfin, voilà, j'aime bien les trucs à l'ancienne, tu vois. Je sais que je vais activer tel personnage et que je vais avancer, nanana. C'est plus facile à mettre en jeu et de casser les possibilités, entre guillemets. Et en fait, là, le jeu est super ouvert. Et c'est ça qui me paraît complexe pour ma manière de jouer. Voilà. Maintenant, je pense que ça va être cool et je vais kiffer. Mais une partie, en général, je sais quand je la maîtrise et je sais quand je la finis. Et quand tu l'as dit tout à l'heure, c'est une partie où tu sais pas quand est-ce que tu vas gagner ou perdre. Et ça, voilà, c'est problématique. Moi, j'aime bien poucave un ou deux mecs pour justement que le mec, après, il puisse faire moins de choses que moi. Donc, je marche très vite et c'est très ce qui est calculé. Et là, dans votre cas, en fait, ça change rien. Et donc, du coup... oui, non, quand même. Ouais, parce que tout à l'heure, on expliquait que quand il y avait moins de personnages, il y avait une fatigue qui s'accumulait plus. Ouais, il y a la fatigue, mais tu peux toujours trouver des astuces. Et c'est vrai qu'un personnage, un gros personnage comme les OAF ou l'autre Centaure, je pense que eux, voilà, je pense que eux, ils peuvent clairement faire le pâté avec plus d'action, tu vois. Justement, c'est le système de jeu que je trouve intéressant. Et qui, à l'inverse de Marco, où ça te fait peut-être un peu plus peur parce que ça correspond moins à ton style. Moi, je trouve ça cool parce que justement, c'est un peu moins effet boule de neige, c'est un peu moins win-to-win, où à partir du moment où tu as pété le mec qu'il fallait, après, hop, ça déroule, et du coup, la fin de la partie, limite, tu peux déjà la commenter en avance. Donc du coup, qu'il y ait des rebondissements possibles un petit peu plus fréquents, tout ça, c'est un système de jeu qui, pour moi, me conviendrait davantage en tout cas. Surtout que je pense que la concentration du feu, elle reste viable. C'est-à-dire que oui, tu perds un personnage, tu peux continuer à jouer avec autant d'action que ton adversaire, certes, mais tu as la fatigue, le fait qu'il puisse plus riposter. S'il a deux personnages et que tu tombes dessus avec tous les personnages à toi, tes 5, tu vas le taper, à un moment, il n'aura plus possibilité de riposter, et du coup, il va mourir, à un moment ou un autre. Donc, d'ailleurs, si tu fais table rase, ça sert à rien dans le jeu. Il me semble si tu table rase, la partie s'arrête de suite. Donc imagine que tu es pas devant en termes de points. Ouais, si en fait tu fais un table rase, mais que le mec il avait 16 à 10, il a quand même gagné, quoi, c'est ça? Ah oui. Si tu fais un table rase alors que tu perds, c'est que tu as mal joué parce qu'il fallait pas le tuer. C'est ça. Peut-être. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, Urial, c'est tout en bas, en fait, au niveau du Discord, tu sais, sur le site. Ouais, t'as la bannière en bas, là. Ouais, j'ai trouvé, et du coup, c'était parce que je voulais mettre le lien Discord dans le chat pour que les gens puissent s'inscrire pour aller chercher des gens pour les initier au jeu.
Et moi, je vais juste rebondir sur un truc que m'a dit Solcarus. Le barbare aime taper fort et cogner. Alors, juste pour info, à la base, j'aime pas trop les barbares. Mais si là, je devais choisir un des 4 starters de, de mon expérience de jeu et de ce que j'aime bien jouer, j'aime bien les religieux. Donc, je partirais plus sur les monades d'éther. J'en Voilà. doutais. Ça, voilà, c'est comme ça, j'aime bien les religieux. Et en fait, c'est parti des barbares parce qu'en fait, avec Guillaume, on va aussi faire de Song of Ice and Fire. Et je disais, bah tiens, j'ai jamais joué les barbares comme armée, pourquoi pas jouer les. Comment ils s'appellent Les peuples libres. Non, pas le free people. C'est pas le free folk, hein. C'est des barbares pourtant. Ah, c'est eux? Ok, non, c'est pas les peuples du Nord. Je parle non, mais peut-être que tu parlais de la garde de la nuit. Non, non, justement, des free folk, c'est moi, je me suis trompé dans le. Avec les géants. Et j'expliquais aussi que j'aimais bien les barbares quand ils sont propres et pas quand ils sont dégueulasses. C'était parce que à confrontation, on a les Keltois du clan des Césaires et c'est des barbares, ils sont plutôt propres. Et on a aussi le Keltois du clan des Drunes et là, ils sont plutôt plus dégueulasses, tu vois. Enfin voilà. Et moi, je préfère les barbares qui sont un peu propres. Voilà. Donc là, j'aime bien les barbares comme Conan le barbare, tu vois. Et là, tu choisis les monades d'éther, quoi, en gros. Ouais, là, si je devais prendre une armée que j'aime bien, enfin, de base, les religieux, je les aime bien, donc ça va être les monades d'éther. Il est assez nostalgique de la Sainte Inquisition espagnole. Non, mais là, en fait, c'est pas une question. En fait, quand je dis ça, vous comprenez pas le terme que je veux dire, mais c'est plus des barbares qui boivent le sang dans les crânes. Oui, tu veux dire que c'est pas des barbares chaotiques. Ouais, voilà. Moi, j'aime pas les trucs chaotiques. Ah, ok. Voilà, c'est ça. Genre. Par exemple, je peux te dire que les. Comment ça s'appelle? Les femmes serpents, là, c'est des sales dans AOS. Tu vois, pour moi, elles sont sales. Elles ont des cultes. Avec du sang et tout, c'est dégueulasse, tu vois, il n'y a pas... T'aimes bien comment dire, les ecclésiastiques, j'allais dire, mais les religieuses, parce que... Ah, impur, fuis. Ouais, voilà, exactement. Il aime bien... Mais bon, pour religieuses, elles sont un peu crades, parce qu'elles se scarifient aussi. Moi, je vois plus les religieux, genre... Alléluia, bah, tu vois. Il y a Scarlix dans le chat qui nous dit que Marco, du coup, il aime les barbares qui utilisent du shampoing démêlant et lissant. Voilà. Bah, en fait, il me disait Solcarus, mais t'as pris la lune rouge, Marco, non. Alors, en fait, j'ai eu la joie de recevoir ces boîtes de mes amis que vous voyez juste à côté, qui s'appellent Hugo et Fabrice. Donc, quand t'envoies quelque chose, bah, tu te dis merci, en fait. Tu te dis pas, mais moi... Et puis, moi, j'aime beaucoup la lune rouge, parce que j'aime bien En fait, ils font penser à des gardes de ville. Ouais, voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est clairement la faction que je trouve la plus belle. C'est déjà ce que j'avais dit à l'époque du premier live. Mais oui, donc on parle de présentation. La Lune Rouge, on peut l'expliquer aussi ce que c'est. Donc c'est une milice composée de militaires et représentants de la loi. Et leur but, c'est juste de maintenir l'ordre et de limiter l'abus magique en fait dans la ville. Donc ça, donc là on voit la Lune Rouge effectivement. À côté, on voit l'Argot. Donc l'Argot, là c'est l'organisation de truands en tout genre. Donc tu as des voleurs, tu as des mendiants, tu as des brutes. Le grand là, c'est une brute. Je pense qu'on le voit bien. Et eux, ils veulent conduire une sorte de révolte contre le pouvoir en place. Voilà. Comme ça, des anarchistes, j'adore. Un peu anarchiste, tout à fait. Donc les moniales d'éther. Après, je sais pas si tu l'as la photo. Donc là, c'est de l'ordre religieux. C'est ce qui te plaisait tout à l'heure. Et donc, elles sont convaincues que leur dieu éther, leur mission principale, l'épreuve que propose leur dieu, c'est d'éradiquer le mal dans tout Kéris. C'est celles qui sont à droite sur la photo. Là. Voilà. Donc là, pour l'instant, elles étaient un peu recluses dans leur monastère, et là, elles sortent dans la ville, parce que c'est le gros bordel avec toutes les guildes qui se déchirent les quartiers. Donc elles sortent, voilà, et voilà, elles sont convaincues qu'il y a du mal partout, là, du mal M-A-L, mais peut-être aussi du mal avec un E. Peut-être qu'elle cherche du M-A-L-E. Peut-être, je sais pas. Et après, donc il y a la compagnie des bâtisseurs, donc c'est celle qu'on voit à gauche. Donc c'est des ouvriers maçons, donc eux ils ont le monopole des constructions dans Kéris, et secrètement leur maître, donc là on voit Marbrook, là celui qui est en rouge, ils se regroupent dans une société secrète et ils ont le but de vaincre la mort. Voilà. Donc ça c'est un peu
Le but Le des. mysticisme franc-maçon mélangé aux alchimistes, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est exactement ça. Donc chaque guilde a vraiment une particularité et un enjeu dans la ville. Et peut-être au-delà de la ville d'ailleurs. Les Portugais de l'hiver, les bâtisseurs. Scarlix, voyons. Moi, sinon, pour répondre à d'autres, l'Argo, ce serait aussi, je pense, l'armée qui pourrait faire kiffer aussi. Moi, j'aime bien. Il y a un gros monsieur torse nu, c'est pour ça. Non, mais c'est à côté de non, c'est les voyous. En fait, j'aime bien les assassins. J'attends, comme j'ai dit, pour moi, mon armée favorite, ça va être. Ils font trop penser aux exécuteurs du Griffon. Donc, ça va être Sourire d'Ange. Comment il s'appelle Ribaldi. Et donc, logiquement, si j'ai bien compris, il y aura une team qui sera composée que de mecs comme eux. Et ça, je pense que ça va me plaire. J'ai déjà pensé, effectivement, il y a déjà le logo effectivement de la guilde des assassins. Voilà. Tout à fait. Et après, vous allez faire pareil que les jeux de rôle, la guilde des magiciens, la guilde des voleurs. Dans un système médiéval, c'est pas incohérent parce que oui. On se regroupe en guilde parce que le pouvoir en place ne te permet pas d'avoir de protection. Dans le système médiéval, c'est ce qui s'est passé. Ils ont créé des guildes pour ça te permettre une assurance. C'est-à-dire que tu me touches pas, sinon tous mes potes de la guilde vont tomber dessus. Et donc, c'est pas incohérent, tu vois, qu'il y ait des guildes dans tous les sens, comme les bâtisseurs notamment, qui se regroupent entre eux, entre corps de métier, qui essaient de gérer leur monopole, en disant attention, nous, si tu n'es pas de la guilde, tu n'as pas le droit de monter de maison, et si tu montes une maison, on te pète les bras. C'est exactement ça. Simplement. Alors là, il y a Eagle qui pose une question. Ouais, j'allais dire qu'on allait se diriger vers la fin du live, mais il y a Egon en effet qui a posé une question. Vas-y, hein, Marco, si tu veux la poser. Il disait ce qui m'a choqué au premier abord en regardant les vidéos de partie, c'est les feeds qui restent collés au décor continuellement pour avoir le bonus de -1. J'ai vu que vous aviez une carte magie pour contrer cela. Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez, ou c'est simplement que l'on connaît pas encore assez les mécaniques du jeu? Ouais, c'est pas ce qu'on constate, non. Après, il y a un bonus à être collé au décor parce que ça donne un couvert, mais dans la pratique, on peut pas toujours être collé au décor. Et il y a plein de façons ne serait-ce que du fait des objectifs, parce que tout à l'heure on parlait du fait de perdre des figurines et du désavantage que ça occasionne aussi le fait d'être moins efficace sur les scénarios de contrôle. Il y a quand même deux façons de marquer des points, c'est soit grosso modo en tuant des figurines, soit en contrôlant le terrain, avec des objectifs de mission, de contrôle de terrain, etc. Et ça oblige à être mobile sur le terrain et donc à se déplacer, et donc à pas rester de fait collé au décor. Donc voilà, ça, pas de souci de ce point de vue-là, c'est pas du tout... en même temps, c'est un mec qui est au corps à corps, qui se colle à un décor, tu vas pas le chercher, tu vas aller taper à 2 contre 1 de ses potes. Donc c'est un peu bizarre. Un mec qui a un flingue et qui se colle au décor et qui commence à avoiner, ça paraît cohérent, bon, pourquoi pas. Mais un corps à corps qui se met contre un décor pour avoir -1, mais qu'on laisse dans son coin, on lui refuse le combat, il va forcément devoir bouger, quoi. L'impact n'est pas si... Ça fait peut-être partie des bonus faciles à obtenir, et que du coup, vers lequel on va se diriger dans nos premières parties, parce qu'on se dit, ça, au moins, je sais que je l'aurai. Et finalement, après, avec la pratique, on se rend compte que c'est peut-être pas non plus si rentable que ça de rester accroché à son poteau, j'imagine. Ça dépend des situations, une fois de plus, parce qu'en fait, le couvert, ça augmente la défense de 1. Et donc, ça va permettre d'éviter à certains d'obtenir la supériorité. La supériorité, c'est le fait d'avoir un bonus au jet de dés quand ta valeur de caractéristique elle est supérieure à la défense de l'adversaire. Et il y a des fois où, en fait, t'as beau être... t'as déjà une... Par exemple, on va prendre la naine de... Madeleine des démoniales d'éther, qui a une grosse défense, qui a 7 de défense. Clairement, elle n'a pas besoin de rester collée au décor, parce que de base, il y a très peu de personnages qui ont un combat supérieur à 7 et qui seront en capacité d'avoir la supériorité contre elle. Donc ça va vraiment dépendre des situations, donc c'est pas si catégorique que ça, voilà, sur l'intérêt des décors. Moi, j'ai trouvé... Il y a quand même des vidéos de combats, de rapports de bataille, c'est bien déjà. C'est clair. Tu voulais dire, Marco ? J'ai trouvé une faille à votre jeu, en y réfléchissant là. En fait, du coup, il y a une règle qui dit que pour chaque éthéré que tu as dans ton roster, du coup, tu gagnes 1 point d'ombre par tour.
Oui. Et même si tu te les fais puter durant la partie, c'est par rapport à ton roster initial. Oui. Et là, j'ai remarqué qu'il y a certains rosters qui ont plus d'éthérés que d'autres. Donc, du coup, qui ont accès à plus de points d'ombre que d'autres. Et ce que j'ai compris de ce que j'ai vu, les points d'ombre te permettent de faire des facultés qui sont quand même mieux que d'autres facultés qui ne demandent pas de points d'ombre. Là, le souci qu'on peut avoir, c'est en fait, comme il n'y a pas de coût de personnage, c'est qu'au fur et à mesure que les personnages vont sortir, est-ce qu'on ne verra pas des full teams d'éthérés et donc que des gens qui joueraient des éthérés pour cet avantage-là, qui est quand même très notable dans le jeu. Je crois il sourit là-haut. Non, parce que tu tues un éthéré, c'est 2 points de victoire. Ouais, tu donnes des points de victoire potentiels à ton adversaire. Dès que ton adversaire il te tue des éthérés, il gagne 2 points de victoire. Donc en fait, c'est un juste équilibre entre est-ce que je vais jouer qu'un seul éthéré et n'avoir qu'un seul point d'ombre, donc grosso modo ne pouvoir utiliser qu'un seul don par tour, donc avoir des capacités réduites sur mes personnages, ou est-ce que je vais mettre plus d'éthérés dans mon équipe, 2, 3, 4, peu importe, et donc pouvoir utiliser mon équipe à son plein potentiel. Mais par contre, ça veut dire que dès que mon adversaire il me tue des éthérés, il marque des points. Donc j'offre des possibilités de points à mon adversaire beaucoup plus importantes. Oui, puis surtout, il faut voir les caractéristiques de l'éthéré, parce que s'il donne un point d'ombre mais qu'il n'est pas violent, je préfère prendre un centaure taureau qu'un mec qui est un peu faible, par exemple. Aussi, Un centaure taureau, tu as une nouvelle figurine qui n'existe pas. On va y réfléchir, ça. Vous savez, un centaure. Là, on a une exclue de Urial qui nous donne la prochaine figurine. Merci Urial. Je suis devin, il faut le savoir. Il y avait une petite image où là, il y avait le mec qui montrait justement le centaure. C'est les chevaux avec la tête de mec, et là, ils ont mis la tête de cheval avec les pieds de mec. C'était assez marrant. Donc oui, ça va dépendre de la puissance aussi de l'éthéré. Moi, je pense que je choisirais mes personnages en fonction de comment je veux les synergiser, mais ça va dépendre en fait si il y a des éthérés qui sont intéressants à jouer ou pas, quoi. Est-ce que vous allez faire un personnage qui s'appelle Urial ou Marco ou Guillaume dans le jeu? C'est qui dit ça? Je sais pas. C'est pas prévu pour le moment. Urial, il faut faire un paladin, c'est comme ça que c'est le mieux. Un paladin, non. Ouais, c'est parce que, en fait, pour la petite histoire, Urial, ça vient d'un de mes personnages que j'ai joué à RuneQuest, et c'était un paladin. RuneQuest de Greg Stafford, qui est mort il y a 1 an, donc, qui est le papa de ce jeu de rôle et qui est un grand nom du jeu de rôle. Ils vont sortir l'homme ours sport. Mi-cheval derrière, oh là là. Homme ours sport comme dans South Park. Bon les copains, je crois que là on arrive au bout de ce live. On a quand même vraiment bien fait le tour. Donc déjà, avant toute chose, merci Hugo et Fabrice d'être revenus nous voir pour nous représenter tout ça, pour nous faire part de l'avancée du jeu. C'est vraiment cool. J'espère qu'on aura l'occasion de voir plein de sorties bientôt. On a déjà hâte de voir les prochaines. Vous nous avez annoncé déjà des sorties avant Noël, une 5e guilde, des figurines en plus, 2 figurines par faction tous les trimestres, bam, il y en a de partout, donc on a hâte de voir ça. Et puis, moi j'ai hâte de venir chez Marco pour tester le jeu. Donc, du coup, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus. Et comme d'habitude, on va faire un petit tour de table pour clôturer ce live, en commençant par Urial, tiens. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie d'être venu. Je trouve que c'était super sympa de discuter avec vous. Je dis longue vie à Kairis, longue vie à Oxycat et plein de belles heures et heures de partie pour tout le monde. Merci. Merci. Écoutez, c'était encore un plaisir de vous recevoir. Je suis fier que des Français sortent des trucs et des trucs bien. Donc on peut vous souhaiter que de gagner, de continuer, et j'espère que ce petit moment de live et les vidéos qu'on fait pour vous vont donner envie à d'autres de s'y mettre et à découvrir des jeux d'escarmouche avec des mécaniques différentes et super innovantes. Fabrice, un petit mot pour la fin? Merci à vous tous, c'était un beau moment d'échange. On s'est beaucoup amusé ce soir. Et je vous dis rendez-vous à l'Octogone pour ceux qui seront présents à Lyon. Le rendez-vous est pris, ouais. Il me semble qu'on va se voir. Yes, carrément. Merci. Et Hugo,
Un petit mot Ouais, pour bah, la merci à tous pour cette nouvelle invitation. C'était vraiment sympa. Non, moi, je finirai juste. Je vais vous teaser la 5e guilde quand même. Ah, ça y est, Ah, est-ce qu'il va le faire ou pas? Non, je dirais juste un truc. Il va y avoir des reptiles. Voilà. Ah, Ah, c'est les déjà hommes un lézards. bon teasing. ça va partir là dans les spéculations et tout, c'est cool. Ouais. Eh ben écoutez, messieurs, encore merci à vous. Des C'était top de dragons. vous avoir. Tu disais, Marco? Des T'as dragons. des reptiles, ça peut être des dragons aussi. Oh, Ouais, bah, des- il y en a, ça peut être plein de trucs. En tout cas, ouais, merci beaucoup à vous deux. C'était top de vous avoir encore ce soir. Et puis, bah, comme l'ont déjà dit Marco et Uriel, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, bah, moi, en tout cas, le rendez-vous est pris pour Octogone. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci à tous dans le chat de nous avoir suivis ce soir. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Kairis pour ceux pour lesquels c'était pas encore le cas. Et puis, on vous dit à très très vite pour Et je vais juste un peu rajouter guerre. Vas-y, Marco. que demain, sur la chaîne des Barbus, il y aura cette fameuse vidéo de présentation des règles que j'ai préparée cette semaine et qui sera Exactement. disponible demain pour ceux qui ont la flemme de lire les règles. Ok, disponible La demain. flemme ou... Vous savez déjà vers quelle heure ou pas? Bah, jusqu'à 18h, je pense. Voilà. Ok. Ouais, Donc, c'est aussi pour les gens qui veulent voir si les mécaniques vont leur plaire, tout simplement. Ouais. C'est une vidéo qui est courte, parce que nous, on fait des vidéos assez courtes, mais ça permet voilà, de prendre en main les mécaniques, de se dire, OK, ça va me plaire, ça va pas me plaire. Voilà, tout simplement. Très bien. Eh ben, le rendez-vous est pris. Encore merci à tous. Je crois que cette semaine, c'était la dernière émission sur Entre Jeux Studio. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais bien sûr, restez quand même connectés parce que de temps en temps, il y a des petits lives peinture, il y a des petits lives non prévus qui viennent se greffer. Donc, restez connectés. Et on vous dit à très vite. Ciao tout le monde. Ciao.